Dans une forêt éclairée par la lune, une bête ailée fond sur sa monstrueuse proie. Un membre acéré comme un rasoir fend l'air, visant un coup décisif. Le vainqueur se dresse, menaçant, au-dessus de son ennemi vaincu, mais un nouveau challenger au poing flamboyant interrompt soudainement le triomphe de la créature sombre. Une équipe de guerriers d'élite prend la pause, ayant vaincu la bête formidable. Leur exploit héroïque est diffusé en direct, suscitant l'adoration d'une foule en liesse. Pendant ce temps, un homme en blouse de laboratoire observe avec satisfaction, ravi du résultat. Tout ce spectacle se révèle faire partie d'un jeu immersif massif sans précédent. Son monde est construit sur un événement réel d'il y a 20 ans, lorsque de mystérieux portails sont apparus. Ces portes mènent à des royaumes dangereux, mais on pensait qu'ils étaient contenus en toute sécurité loin de la réalité. Ces portails sont à sens unique. Rien de l'autre côté, pas même les pouvoirs acquis, ne peut jamais revenir à la réalité. Saisissant l'opportunité, la société Shanzhuang Technology a transformé ce phénomène en le jeu le plus populaire au monde, la survie à l'apocalypse. Une fois à l'intérieur, les joueurs renaissent en tant que guerriers, forcés de se battre pour leur existence même dans un nouveau monde brutal. Le frisson du danger réel attire des millions de personnes, offrant une évasion spectaculaire de leur vie banale. Le jeu est devenu tellement ancré dans la société que les riches engagent maintenant des mandataires pour vivre leur vie fantastique à leur place. Et un homme nommé Lintian prétend fièrement être l'un des cerveaux derrière ce grand chef-d'œuvre immersif. De retour dans le monde réel, une personne portant des chaussures coûteuses fait une entrée énergique au siège de l'entreprise. Un cadre traverse le bureau en trombe, écartant la foule avec un regard de pure fureur. Il confronte directement Lintian, l'accusant d'avoir falsifié les données du monstre monde de la diffusion précédente. Voici Liu Daolong, un cadre supérieur et un puissant guerrier dans le jeu, qui exige de savoir qui a autorisé un changement aussi imprudent. Lintian explique calmement qu'il a agi pour préserver l'équilibre du jeu, craignant que le monde ne devienne incontrôlable. Son explication ne fait qu'enrager le cadre dont la main se serre en un poing serré. Liu Daolong empoigne Lintian par le col, lui rappelant que son seul travail est de suivre les ordres de l'entreprise. Impassible, Lintian repousse la main, affirmant son autorité en tant que chef de tout le contenu du jeu. Les yeux du cadre se plissent avec une lueur dangereuse, sa patience ayant complètement disparu. Il explose de fureur, exigeant que les modifications soient annulées pendant que tout le bureau regarde sous le choc. Le personnel environnant est pris entre deux feux, frustré par l'escalade de la lutte de pouvoir. Liu Daolong lance un dernier ultimatum froid, rétablissez les données ou démissionnez. Un sourire cynique traverse le visage de Lintian alors qu'il réalise que la priorité de l'entreprise n'est pas le jeu, mais le contrôle. Juste au moment où il atteint un point de rupture, une main douce se tend, offrant un moment de soutien. Une collègue intervient, sa douce caresse étant un plaidoyer silencieux pour qu'il n'agisse pas imprudemment. Lintian reconnaît la femme comme étant Luo Yue, dont les yeux sont remplis d'une véritable inquiétude pour son sort. Il pèse intérieurement ses options, sachant que perdre cet emploi signifie faire face à une montagne de dettes et à un avenir sombre. Pourtant, une question plus dangereuse surgit. Rester dans cette entreprise corrompue est-il le vrai risque? Dépassant le cadre furieux, Lintian l'informe froidement qu'il aura besoin de temps pour réfléchir à l'ultimatum. Liu Daolong bout de rage en lançant un dernier avertissement menaçant sur le fait de connaître sa place. Plus tard, sur un banc de parc, Lintian remercie Liu Yu, affirmant que ses conseils lui ont donné une nouvelle clarté. Elle réfute humblement ses éloges, mais il insiste sur le fait que ses conseils étaient essentiels à sa survie dans l'entreprise. Liu Yu exprime sa crainte, l'avertissant de la cruauté notoire de l'entreprise et du danger de sa défiance. Avec une détermination inébranlable, Lintian lui dit simplement de ne pas s'inquiéter, promettant qu'il s'en occupera. Soulagé, Liu Yue sourit et lui dit qu'elle retourne au travail, le laissant à ses pensées. Lintian pense qu'elle est la seule personne de l'entreprise en qui il peut vraiment avoir confiance. Il la considère comme une lueur d'espoir dans son monde sombre, une personne qu'il est déterminé à ne pas perdre. Il crie soudain son nom, et elle se retourne, surprise par son ton urgent. Lintian lance un avertissement énigmatique, lui disant que l'entreprise et le monde sont sur le point de changer radicalement. Liu Yu écoute attentivement, son expression remplie d'inquiétude face à ces paroles sinistres. Avec un poing serré et une détermination farouche, il promet de la protéger quoi qu'il arrive. Elle répond par un geste surprenant et affectueux, le laissant momentanément stupéfait. Lui faisant un signe de la main, elle exprime sa foi totale en lui tout en cachant un secret qui va changer le monde. Ces derniers mots déclenchent une prise de conscience glaçante pour Lintian, son regard se durcissant avec une détermination sombre. Lintian réalise qu'il est acculé, sachant que quitter l'entreprise ne fait que faire de lui une cible plus vulnérable. Ailleurs, les cadres d'élite de l'entreprise se réunissent pour une réunion clandestine au sujet du projet Shanzhuang. Une figure holographique rapporte que la jungle dans le jeu s'étend de manière inquiétante, laissant présager un événement majeur. Liu Daolong exprime ses soupçons, estimant que la défiance de Lintian signifie qu'il a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Une femme mystérieuse confirme leur pire crainte, révélant que Lintian connaît déjà le secret de la jungle. Un autre cadre déclare que ce secret est trop dangereux et ordonne l'élimination immédiate de Lintian avant qu'il ne puisse agir. L'hologramme révèle qu'ils ont délibérément piégé Lintian avec des dettes et ordonne maintenant à Liu Daolong de régler le problème de façon permanente.
l'ordre est d'une simplicité effrayante. Éliminer l'Intien dans la jungle. Liu Daolong sourit avec une satisfaction sinistre, ayant attendu longtemps cet ordre. La scène passe à la jungle mortelle où des coups d'énergie mortelle déchirent la forêt dense. Une femme encapuchonnée se profile au-dessus d'un Intien blessé, se moquant de lui pour avoir utilisé les privilèges de développeur pour créer son puissant équipement. Liu Daolong révèle à l'écart que l'inquiétude de Liu Huayu pour l'Intien les a par inadvertance conduit directement à son emplacement. Malgré ses blessures, l'Intien sourit, montrant qu'il avait prévu cette embuscade depuis le début. Son sourire s'élargit en un sourire glaçant, laissant entendre que la situation est sur le point de changer. Dans un rebondissement choquant, la femme encapuchonnée est soudainement abattue par un agresseur invisible. L'attaquant se révèle être nul autre que Liu Yue, laissant l'Intien complètement stupéfait. Il regarde avec angoisse, se demandant pourquoi la seule personne qu'il avait juré de protéger a dû rejoindre le conflit mortel. Un flashback révèle la revendication officielle de l'entreprise d'il y a 10 ans. La jungle était jugée sur et séparée de la réalité. Mais l'horrible vérité est que la jungle s'étend, destinée à consumer toute la planète d'ici 10 ans. L'Intien se souvient de son véritable objectif en tant qu'architecte destiné à transformer cet apocalypse en un jeu, un secret qu'il n'était jamais censé connaître. L'Intien se souvient avoir anticipé la trahison de l'entreprise, préparant une contre-attaque qui a laissé ses ennemis vaincus sur le champ de bataille. Mais ses plans ont mal tourné avec une seule réalisation dévastatrice. La seule personne en qui il avait confiance était sur le point de le trahir. Liu Huayu révèle froidement que toute sa vie, du sort de ses parents à sa dette paralysante, était un piège soigneusement construit. Elle sourit, admettant que son génie pour la conception de jeu a fait de lui le pion parfait, et qu'elle n'était que la garantie finale de leur stratagème. Se penchant sur l'Intien à terre, elle loue moqueusement son intelligence, savourant sa défaite complète et totale. Avec une horreur croissante, il comprend enfin qu'elle a été l'architecte de sa ruine depuis le début. Liu Daolong interrompt, déclarant que leur mission était simplement de l'éliminer, une tâche qui semble maintenant se gérer d'elle-même. Un sourire cruel s'étale sur le visage de Liu Daolong alors qu'il savoure la fin ironique parfaite de la défiance de l'Intien. Il décide de l'abandonner, laissant les créatures sombres de la forêt terminer le travail. Alors qu'ils disparaissent à travers un portail, les monstres mêmes que l'Intien a créés commencent à envahir son corps sans défense. La horde monstrueuse descend sur l'Intien, prête à le dévorer et à mettre fin à son histoire pour de bon. Mais juste au moment où tout espoir semble perdu, une alerte système critique se déclenche en réponse à sa mort imminente. Le système charge avec succès une nouvelle identité pour lui, le légendaire seigneur de la jungle. Il renaît en tant que ment aliéné, acquérant de nouvelles compétences actives et passives puissantes. Un brillant éclair d'énergie éclate, le téléportant instantanément loin de l'SM mortel. Depuis un nouvel emplacement sûr, il confirme sa fuite, son plan ayant parfaitement fonctionné. Son corps se transforme, sa main étant maintenant une griffe monstrueuse acérée comme un rasoir. Il se moque intérieurement des cadres, révélant qu'ils ont confondu son armure puissante avec son véritable atout. Un sourire sinistre s'étale sur son nouveau visage sachant que son véritable pouvoir a enfin été libéré. Un flashback révèle des chercheurs découvrant une ancienne tablette qui annonçait l'existence d'un seigneur suprême de la jungle. L'ancienne tablette révèle que le seigneur de la jungle était une entité légendaire si puissante qu'elle était crainte par toutes les races. Un briefing antérieur révèle que l'entreprise savait que les pouvoirs des maîtres déchus pouvaient persister, créant une menace majeure. Un jeune Lintien avait autrefois juré de trouver et de neutraliser ce danger même pour protéger l'intégrité du jeu. Ses supérieurs, cependant, étaient plus intéressés à signaler toute découverte sur ce pouvoir aux actionnaires. Dans le présent, Lintien embrasse sa nouvelle forme, sachant qu'il a saisi le pouvoir même que l'entreprise convoitait. Il manie maintenant non seulement la puissance du seigneur de la jungle, mais aussi un système parfaitement adapté à celui-ci. Une nouvelle alerte système lui donne sa première mission, survivre à la chasse des monstres de la jungle attirés par sa présence. Il sent les ennemis se rapprocher, conscient que les créatures de la forêt sombre sont notoirement mortelles. De féroces loups spectraux aux crinières enflammées surgissent soudain des ténèbres, leurs yeux brillants de faim. Déployant ses ailes irisées, Lintien se prépare au premier combat de sa nouvelle vie. Sa nouvelle compétence passive, instinct de la jungle, lui permet de sentir toute intention malveillante dirigée vers lui. Le système identifie ses attaquants comme des loups spectraux de bas niveau, des créatures qui comptent sur les tactiques de groupe. Il ricane, confiant que ses nouvelles compétences offensives sont plus que suffisantes pour gérer ces menaces de bas niveau. Il active sa capacité éclair, se déplaçant à une vitesse fulgurante pour engager la meute de loups. Ses sens améliorés et son incroyable mobilité fonctionnent en parfaite synchronisation, le transformant en un éclair de mouvement. Combinant ses nouveaux pouvoirs avec sa connaissance approfondie de la jungle, il surpasse sans effort ses ennemis. Il attire intelligemment l'un des loups dans une fleur mangeuse d'hommes cachés, un piège environnemental mortel. Prenant son envol, il fonde en haut, frappant le loup distrait avec ses griffes acérées. Entouré par les loups restants, il déclare qu'éliminer toute la meute ne sera pas un problème du tout. Après la bataille, il note sa stamina épuisée, mais célèbre un passage de niveau réussi au niveau 3. Lintien se tient victorieux au-dessus des loups tombés, se sentant plus chez lui dans ce monde brutal qu'il ne l'a jamais été parmi les humains.
Mais il réalise que le système n'a pas déclaré la mission terminée, sentant que la vraie menace est toujours tapie. Ses instincts hurlent un avertissement alors qu'une ombre massive tombe sur lui depuis les ténèbres. Un loup flamboyant colossal, le Pax Alpha, se jette hors des ombres avec une fureur terrifiante. Le système confirme ses craintes, identifiant le nouvel ennemi comme un seigneur loup spectral de niveau 6. Il maudit sa terrible chance, sachant que l'apparition d'un monstre de niveau seigneur ici est une impossibilité statistique. L'immense écart de puissance entre eux est palpable, pesant sur lui avec une force suffocante. Il esquive de justesse une attaque enflammée, s'appuyant sur son pur instinct pour échapper à la bête beaucoup plus forte. Le combat prolongé a drainé sa stamina, le laissant dangereusement proche de sa limite physique. Un coup dévastateur du seigneur loup l'envoie voler, laissant de profondes blessures sur sa poitrine. L'Intien est terrassé, choqué par la vitesse aveuglante du seigneur loup. La bête féroce se jette en avant, ses mâchoires enflammées grandes ouvertes pour le coup final. Ses puissantes mâchoires se referment, le clouant au sol alors qu'il lutte contre son immense force. Cloué au sol et blessé, il se demande si c'est sa fin, mais trouve la volonté de résister. Son désir de vengeance contre l'entreprise qu'il a manipulée alimente sa défiance. Ses pensées se fixent sur une personne plus que toutes les autres, la femme qui a orchestré sa chute, l'UOYE. Un souvenir refait surface d'une époque où elle l'interrogeait sur des erreurs persistantes dans le code du jeu. Il se souvient avoir expliqué que la jungle n'était pas un simple programme. C'était un monde vivant en évolution. L'ironie le frappe de plein fouet. L'imprévisibilité de la jungle est exactement ce qui l'a conduit à sa situation impossible actuelle. Avec une détermination renouvelée, il résout que la survie est son seul chemin vers la vengeance. Il canalise sa rage brûlante, sa forme de mante se hérissant d'une énergie défiante. La seule pensée de vengeance alimente sa lutte désespérée contre la bête. Le seigneur loup lance un projectile enflammé, déterminé à mettre fin à la poursuite. Ses yeux brillent d'une lumière sinistre, activant une capacité de suivi sanguin pour le traquer. Laissant une traînée cramoisie, l'Intien réalise qu'il est poursuivi sans relâche et sans espoir d'évasion. Il sait que ses ruses habituelles, les pièges environnementaux et la flore, sont inutiles contre un monstre de niveau seigneur. Acculé et à court d'options, il scrute frénétiquement les environs à la recherche d'un avantage possible. Ses yeux se posent sur un arbre inhabituellement massif, déclenchant une idée soudaine et désespérée. Une lueur d'espoir s'allume en lui alors qu'il réalise que cet arbre pourrait être sa seule issue. Il s'envole dans les airs, mettant de la distance entre lui et la bête alors qu'il court vers son nouvel objectif. Il enfonce ses griffes dans l'arbre colossal, commençant la prochaine phase de son pari désespéré. Un sourire douloureux traverse son visage alors qu'il utilise toute sa force pour provoquer l'arbre ancien. Perché en hauteur, il attire avec succès le seigneur loup dans le domaine d'une autre menace, encore plus grande. Son plan fonctionne parfaitement, réveillant le véritable seigneur de cette zone, un ours stalagmite de niveau 7. Battant des ailes, il s'éloigne rapidement de l'affrontement imminent des titans. À une distance sûre, il observe son travail, un risque calculé qui lui a fait gagner un temps précieux. En dessous de lui, les deux prédateurs suprêmes se heurtent, secouant les fondations même de la forêt. Voyant le combat brutal se dérouler, il se prépare à s'échapper pendant que les seigneurs sont occupés. Mais son évasion est interrompue par une alerte système urgente, un avertissement flagrant qu'il ne peut ignorer. Le système lui rappelle sa mission de survivre à la chasse, le forçant à se demander si fuir maintenant serait considéré comme un échec. Il réalise que l'ours n'est pas sa cible, il a donc simplement besoin d'attendre qu'il élimine le seigneur loup. Il prédit avec confiance que l'ours de niveau supérieur se débarrassera rapidement de son poursuivant initial. Une alerte système confirme le succès de la mission, le récompensant avec 1000 points de la jungle et débloquant son panneau de compétences. Comme il l'avait prévu, la mission se termine au moment où le redoutable ours vainc le seigneur loup. Son premier objectif étant atteint, il prend un moment pour traiter sa victoire et les nouvelles récompenses du système. Le panneau de compétences nouvellement activé révèle une foule de capacités qu'il peut désormais acheter, y compris une compétence avancée à haut risque et à forte récompense. Mais sa victoire est de courte durée alors que l'ours enragé tourne son attention vers lui, forçant une retraite précipitée. Il sait qu'il n'est pas de taille face à la bête de niveau 7 et concentre toute son énergie à échapper à sa colère. Poussant son nouveau corps à ses limites, il devient un éclair de mouvement, filant à travers la jungle dense. Les griffes massives de l'ours fendent l'air, le manquant de peu alors qu'il effectue sa fuite désespérée. Il s'accroche désespérément à un arbre, réalisant que l'ours enragé n'a pas l'intention de le laisser s'échapper. Il sait qu'un seul coup des attaques stalagmites de l'ours signifierait une annihilation instantanée. Sans autre choix, il scrute frénétiquement son panneau de compétences, à la recherche d'une issue possible. Il analyse les formidables défenses de l'ours, sachant qu'il n'a assez de points que pour 2 compétences au maximum. Même sa capacité de vol est inutile car l'ours pourrait facilement l'abattre du ciel. La bête colossale défonce l'arbre, sa puissance brute brisant son refuge temporaire. Alors que sa stamina chute, il réalise que courir n'est plus une option. Dans un dernier pari désespéré, il dépense ses points pour apprendre la compétence à haut risque, volonté du monstre. Fort de sa nouvelle capacité, il se tourne pour affronter la bête de front sous le clair de lune. Il déclenche une contre-attaque d'une rapidité aveuglante, frappant l'ours avec sa griffe acérée.
Il déclenche un barrage incessant de coups se déplaçant plus vite que l'œil ne peut voir. La bête colossale tombe, et Lyntian croit que la menace immédiate est enfin neutralisée. Mais sa victoire est de courte durée alors qu'une étrange énergie accablante commence à parcourir son corps. Il se prend la tête de douleur, réalisant la vraie nature du pouvoir qu'il vient de débloquer. La volonté du monstre qu'il a absorbé n'était pas seulement de la puissance, mais la conscience persistante du seigneur de la jungle originelle. Pendant ce temps, au siège de Shanzhuang, les dirigeants ignorent complètement sa transformation. Liu Daolong rapporte avec assurance l'élimination de Lyntian, promouvant officiellement Luo Ye à son ancien poste. Les dirigeants tournent ensuite leur attention vers une question plus urgente, le seigneur de la jungle légendaire. Un dirigeant explique que les pouvoirs de ses maîtres ne disparaissent pas à la mort, mais persistent. Elle révèle que ce pouvoir cherche un nouvel hôte, mais le successeur risque d'être consumé par la conscience du monstre originel. Le dirigeant confirme que ce pouvoir persistant est une force extrêmement dangereuse. Sans une volonté suffisamment forte pour la dominer, tout successeur serait consumé par le pouvoir même qu'il hérite. Pourtant, le conseil d'administration convient que le risque élevé vaut la récompense, donnant le feu vert au projet pour l'exploiter. Regardant le briefing, Luo Ye jure d'être celle qui sécurisera ce pouvoir pour l'entreprise. De retour dans la jungle, Lyntian identifie la force envahissante comme étant la conscience du seigneur de la jungle originelle. Il enfonce ses griffes dans la terre, essayant désespérément de s'ancrer contre l'assaut mental. Il comprend que s'il échoue à cette bataille de volonté, il deviendra une machine à tuer sans esprit. Alimenté par son désir de vengeance, il refuse de céder son esprit à l'entité ancienne. La forme spectrale du seigneur de la jungle originelle se profile au-dessus de lui, tentant d'écraser sa conscience. Sur le champ de bataille de son esprit, Lyntian affronte la volonté colossale de la bête dans un dernier combat désespéré. Une hélice d'énergie brillante jaillit du sol de la forêt, perçant le ciel nocturne. L'énergie culmine dans une explosion massive qui secoue le sol et qui se propage à travers les arbres. Alors que la lumière aveuglante et la fumée commencent à se dissiper, les conséquences de la puissante libération sont révélées. Lyntian se tient victorieux, ayant réussi à purger la conscience étrangère, mais note l'immense tribu spirituelle de la compétence. Il repense à sa nouvelle forme évolutive, une fusion parfaite du pouvoir monstrueux et de la volonté humaine. Ses pensées se tournent vers l'avenir, réalisant qu'il doit maintenant trouver le programme des elfes papillons Hélène pour poursuivre son évolution. Il se souvient des elfes papillons, une race de fées de lumière connue pour leur puissante capacité de soutien. Un flashback révèle qu'un dirigeant a un jour rejeté les elfes papillons comme une race faible qui ne valait pas la peine d'entrer sur leur territoire. Le souvenir continue, montrant un jeune Lyntian arguant que le jeu avait besoin d'un PNJ guide, et que l'elfe était le choix parfait. L'argument a été réglé par un supérieur qui a confirmé qu'en tant que directeur du jeu, les décisions de Lyntian étaient définitives. Le flashback continue avec un supérieur disant à Liu Daolong qu'il peut déléguer la mission des elfes papillons s'il n'est pas intéressé. Liu Daolong sourit, transmettant joyeusement la mission à un subordonné nommé Luo Feng. Dans le présent, Lyntian sait qu'un contrat avec un elfe papillon est la clé pour perfectionner sa volonté monstrueuse. Il se souvient de son plan initial d'utiliser les ressources de l'entreprise, mais maintenant la mission de trouver les elfes appartient à ce même subordonné. Il réalise que l'arrogance de Liu Daolong était une bénédiction, laissant les elfes papillons non découverts. Il se souvient que l'un de ses assassins potentiels venait de cette même équipe, un compte qu'il a l'intention de régler. Pour se préparer à cette confrontation, il doit d'abord débloquer plus de compétences en accomplissant sa nouvelle mission principale, garder la jungle. La mission détaille ses fonctions en tant que seigneur de la jungle, offrant des tâches quotidiennes et une récompense majeure pour l'achèvement global, le mode monstre convoité. Il observe que, bien que les quêtes secondaires soient simples, leurs récompenses sont insignifiantes et ne valent guère la peine d'être faites. Cependant, son attention est captivée par le prix ultime pour avoir terminé la quête principale, le mode monstre intrigant. Lyntian décide que sa première priorité est d'enchaîner les missions quotidiennes et de débloquer des compétences de survie cruciales. Sa première tâche consiste à aider un clan de champignons à construire, ce qui lui vaut une étrange récompense et 50 points de jungle. Ensuite, il se retrouve dans un repère d'araignées, repoussant les avances d'un monstre araignée pour terminer une autre mission. Il endure ensuite une épreuve chaotique en protégeant un nid d'œufs d'un serpent venimeux tout en se faisant picorer par les oisillons. Épuisé mais victorieux, il accumule finalement 700 points, assez pour acheter une nouvelle capacité. Alors qu'il pèse ses options entre poison, furtivité et vol, sa décision est interrompue par une nouvelle alerte de mission. Son expression s'aiguise alors que les détails de la nouvelle quête urgente défilent sous ses yeux. Le système lance une nouvelle mission secondaire, traquer 10 intrus humains pour prouver sa détermination en tant que seigneur de la jungle. Il comprend immédiatement l'implication glaçante. Le système lui ordonne de chasser d'autres joueurs. Un sourire sinistre se répand sur son visage alors qu'il embrasse pleinement son nouveau chemin, prêt à abandonner son humanité pour le pouvoir. Au plus profond de la jungle, une équipe de joueurs humains s'aventure dans le territoire perfide des elfes papillons. Il expédie facilement un garde gobelin solitaire, leur confiance grandissant à chaque victoire. Le chef de l'équipe se moque des rumeurs, croyant que le chemin vers le sanctuaire intérieur des elfes sera simple. Il sourit avec cupidité,
rêvant déjà des trésors légendaires cachés dans le royaume de la fougère. Le royaume lui-même est une forêt éthérée à couper le souffle, brillant d'une lumière d'un autre monde. Attirés par les promesses d'une énorme récompense, les joueurs croient qu'ils sont tombés sur un score facile, sous-estimant les habitants locaux. Mais leur excès de confiance est brisé par un seul projectile rapide comme l'éclair provenant d'un agresseur invisible. Le chef tombe en un instant, ses compagnons figés de choc alors que leur mission facile devient mortelle. Depuis les falaises au-dessus, les vrais gardiens de la vallée se révèlent, une horde d'archers gobelins. Les joueurs sont soudainement encerclés, réalisant avec terreur qu'ils sont tombés directement dans un piège bien tendu. Les joueurs crient d'alarme, réalisant qu'ils ont été pris en embuscade par une horde de gobelins. Une marée implacable de monstres déferle sur le canyon avec l'intention de submerger les intrus. Les gobelins submergent rapidement les aventuriers non préparés, transformant le canyon en une scène de chaos. Soudain, un puissant mage déclenche un énorme anneau de feu engloutissant tout le champ de bataille. Le sort de feu prend les gobelins complètement par surprise, les incinérant dans une explosion dévastatrice. Depuis un point d'observation sûr, les véritables cerveaux de l'embuscade sortent de l'ombre. Cette équipe d'élite dirigée par un berserker nommé Luo Feng révèle qu'ils ont utilisé les autres joueurs comme appât. Luo Feng sourit, ordonnant à son archer d'achever les monstres restants. L'archer tire calmement son arc se préparant à lancer une attaque spécialisée. Une volée de flèches éclatées pleut du ciel prête à anéantir tout ce qui se trouve en dessous. L'équipe de Luo Feng élimine sans effort les gobelins restants, leur puissance submergeant le champ de bataille chaotique. De loin, l'Intian observe leur stratégie impitoyable, notant leur utilisation d'autres joueurs comme appât jetable. Il envisage d'utiliser ses capacités de furtivité pour chasser les humains dans les villes, mais réalise que sa forme monstrueuse rend cela impossible. De plus, il réfléchit que attaquer des innocents au hasard n'est pas son style. Mais ces intrus sont différents. Il les reconnaît comme étant la deuxième équipe impitoyable, les personnes mêmes envoyées pour trouver les elfes. Un souvenir lui revient de l'indignation interne face à la volonté de l'équipe de sacrifier ses propres collègues pour un gain personnel. Dans un flashback, un supérieur rejette froidement les pertes comme une partie malheureuse mais acceptable de la mission. Le souvenir continue avec un collègue confrontant Liu Daolong pour avoir sciemment recruté une équipe de criminels. Liu Daolong balaie avec arrogance l'inquiétude, disant à l'homme de s'en tenir au codage et de laisser le vrai travail aux autres. Dans le présent, la détermination de l'Intian se renforce. Il ne ressent aucun remords à chasser ses voyous, surtout depuis qu'ils l'ont aidé à tendre une embuscade. Il évalue ses cibles, notant que leur chef est un berserker de niveau 15, créant un écart de puissance important. Le reste de leur équipe sont tous des criminels impitoyables de niveau 10 qui tuent sans réfléchir à deux fois. Malgré sa progression rapide, il n'est qu'au niveau 10 et se sent appréhensif à l'idée d'affronter un groupe aussi puissant. Heureusement, ses missions précédentes ont débloqué une fonction de furtivité, lui permettant de planifier une approche cachée prudente. Il se souvient également d'un étrange champignon qu'il a reçu en récompense, sentant qu'il pourrait être plus utile qu'il n'y paraît. Il invoque le champignon qui se révèle être une créature vivante prête à l'action. Pendant ce temps, l'équipe de Luo Feng envoie un animal spirituel pour explorer la vallée brumeuse en contrebas. Le propriétaire de l'animal rapporte que le brouillard dense obscurcit 70% de la zone, rendant la reconnaissance impossible. Luo Feng lui ordonne froidement d'envoyer l'animal dans le brouillard, ignorant son avertissement selon lequel il sera en danger. Il lui rappelle d'un ton menaçant que sa seule valeur est sa capacité à explorer, et que l'échec n'est pas une option. Du brouillard, un projectile tranchant comme un rasoir jaillit avec une vitesse aveuglante. L'animal spirituel est abattu en plein vol, sa forme lumineuse transpercée par l'attaque invisible. Le propriétaire de l'animal s'effondre, crachant du sang alors que les dommages lui sont psychiquement transférés. Luo Feng la regarde avec colère, se demandant froidement si sa mission de reconnaissance a été un échec. Malgré ses blessures, elle insiste sur le fait qu'elle a vu la disposition de la vallée dans les derniers instants avant la chute de son animal. L'information étant sécurisée, Luo Feng rallie son équipe, pointant sa hache vers l'entrée de la vallée. En entrant, il trouve le chemin couvert d'une étrange substance brune grumeleuse, s'interrogeant sur la route. L'équipe recule de dégoût, se couvrant le visage et se demandant s'il marche dans des excréments de monstres. L'éclaireur insiste sur le fait que le chemin était propre il y a quelques instants, confus par l'apparition soudaine de la substance fétide. Un membre suggère qu'il s'agit d'un piège délibéré, arguant que le chemin évident est probablement plus sûr que toute autre alternative. Impassible face au piège potentiel, Luo Feng ordonne avec arrogance à son équipe de dégager le chemin devant eux. Depuis sa cachette, l'Intian les observe avancer, se demandant si son piège initial était trop évident. Il décide d'y aller doucement, passant calmement au plan B avec son compagnon champignon prêt. Il se souvient du clan de champignons sans prétention, une race apparemment inoffensive avec des capacités étonnamment utiles. Leur compétence de croissance unique leur permet de voyager sous terre, ce qui les rend parfaits pour explorer le terrain de la vallée. Pour gagner leur confiance, il a dû endurer un festin de leur cuisine unique, ce qui lui a valu leur loyauté. Il révèle la source du chemin fétide, un champignon puant, l'un des nombreux types spécialisés dont il s'est lié d'amitié. Ses préparatifs étant terminés, un sourire sinistre se répand sur son visage alors qu'il déclare que la chasse a officiellement commencé.
Il déchaîne son arme secrète, des champignons d'excitation qui émettent une odeur âcre conçue pour rendre les monstres frénétiques. Le parfum attire immédiatement une meute de bêtes enragées, leurs yeux brillant d'une faim sauvage dans l'obscurité. L'équipe de Liu Feng traverse finalement le chemin infesté de monstres, croyant que le danger est terminé. Mais leur soulagement se transforme en incrédulité lorsqu'ils sont témoins d'une vue inattendue devant eux. L'éclaireur regarde avec horreur, incapable de comprendre ce qui se passe dans cette zone soi-disant sûre. Une meute de loups frénétiques enveloppés de flammes se jette soudainement hors de l'obscurité. L'équipe se moque initialement, rejetant les bêtes comme des cibles de bas niveau qu'ils peuvent facilement gérer. Leur arrogance s'estompe rapidement lorsqu'ils réalisent qu'ils sont complètement encerclés par une horde de monstres. Les bêtes enragées chargent en avant dans un flou de mouvements, leur nombre étant accablant. Liu Feng se rend compte avec tristesse qu'il ne s'agit pas d'une attaque aléatoire. Quelqu'un manipule les monstres contre eux. La discipline de l'équipe se brise alors qu'elle sombre dans une retraite paniquée et désespérée. Les aventuriers autrefois puissants sont rapidement submergés, leurs plans soigneusement élaborés s'effondrant dans le chaos. Le champignon d'excitation libère un nuage de spores puissantes enveloppant le champ de bataille. L'effet des spores est immédiat, poussant les monstres frénétiques à s'attaquer les uns les autres dans une bagarre chaotique. Aussi vite qu'ils sont apparus, les monstres disparaissent, laissant l'équipe croire qu'elle a été sauvée. Leur soulagement est de courte durée lorsqu'une silhouette menaçante émerge de la brume, sa présence étant étrangement familière aux mercenaires stupéfaits. La brume se dissipe pour révéler une silhouette en armure blanche élégante, un orbe bleu lumineux se matérialisant dans ses mains. L'équipe le reconnaît comme Lintian, l'homme même qu'ils ont été envoyés pour éliminer, maintenant transformé en monstre. Submergé par la terreur, l'un des mercenaires tente désespérément de rejeter la faute sur l'entreprise. Lintian considère froidement leur plaidoyer, insensible à leur affirmation qu'il ne s'agissait que d'un travail. Prenant la contemplation de Lintian pour de la faiblesse, Liu Feng y voit une opportunité et signale à son équipe d'attaquer. Avec un cri de guerre unifié, les mercenaires chargent en avant, lançant un assaut désespéré sur leur ancienne cible. Lintian les informe froidement que ce qui était autrefois un travail pour eux, il devient un tourbillon de rétribution, démantelant sans effort les mercenaires qui chargent, et maintenant devenu une rancune personnelle qu'il a l'intention de régler, un sourire narquois sur les lèvres. Le système confirme son succès, le récompensant avec 400 points et un niveau supérieur alors qu'il réfléchit à son manque de remords. Il accepte pleinement sa nouvelle nature, admettant qu'il ne ressent plus aucun lien avec la race humaine. Vérifiant ses récompenses, il calcule qu'il n'est plus qu'à 100 points du déblocage d'une capacité de vol cruciale. Il fait un signe de tête approbateur à son compagnon champignon pour son travail astucieux d'affaiblissement de l'ennemi. Une fois les fantassins éliminés, il jette son dévolu sur une cible plus difficile dans la forêt de pierres sombres. Il lance le plan C, une stratégie classique conçue pour opposer ses ennemis restants les uns aux autres. Sa prochaine destination est l'inquiétante forêt de pierres sombres, une terre de pics cristallins déchiquetés. À l'intérieur de la forêt de pierres sombres, un éclaireur gobelin se précipite pour livrer un rapport urgent à son général. L'éclaireur révèle que des intrus humains ont violé leur territoire, ciblant le clan des papillons Hélène. Enragé par la nouvelle, le général gobelin saisit l'éclaireur tremblant, sa patience étant à bout. Il déclare que les intrus ne doivent pas atteindre l'eucalyptus sacré car le plan du roi n'est pas encore terminé. Avec un cri de guerre furieux, il rallie ses guerriers gobelins pour traquer et éliminer les envahisseurs. Pendant ce temps, Liu Feng blâme furieusement l'éclaireuse de son équipe pour leur récente perte, remettant en question sa compétence. L'éclaireuse anéantie insiste sur le fait que sa carte était exacte, arguant que les monstres ont dû les tendre une embuscade délibérément. Insensible aux supplications, Liu Feng déclare froidement que l'échec a un prix et lève sa hache pour prononcer un jugement final. Cependant, une mage intervient, plaidant pour la vie de son jeune frère et demandant pitié. Liu Feng accepte à contre-cœur, épargnant l'éclaireuse uniquement en raison de la valeur de sa sœur pour l'équipe. Liu Feng appelle l'équipe à camper, tandis que ses subordonnés grommellent à propos de son mauvais leadership. La mage, Sarah, se blottit contre Liu Feng, réduisant au silence les dissidents avec son étalage flagrant de loyauté. Pendant ce temps, son ancien partenaire, l'archer Shanji, est assis seul, bouillonnant d'un ressentiment silencieux. Son visage se tord de rage, incapable d'agir face à la trahison dont il vient d'être témoin. Depuis un point d'observation élevé, Lintian se souvient de leur dossier personnel, confirmant le triangle amoureux qui se déroule ci-dessous. Il se souvient également que l'archer est un criminel recherché qui utilise la jungle comme cachette. Un flashback illustre comment la jungle est devenue un refuge sans foi ni loi pour les parias après que l'entreprise l'a abandonné. Lintian se moque de la faiblesse de l'archer, trouvant pathétique qu'il endure une telle humiliation pour survivre. Voyant l'archer empoisonner secrètement une pointe de flèche, Lintian décide d'exploiter ce conflit interne à son propre avantage. Sous le pâle clair de lune, les pics déchiquetés de la forêt de pierres sombres promettent une nuit de trahison et d'effusion de sang. Les mercenaires se moquent des activités privées de leur chef dans la tente, leur rire résonnant autour du feu de camp. Ils plaisantent grossièrement sur le couple, complètement inconscient du réel danger qui rôde à proximité. Invisible par les autres, l'archer est conduit et tourmenté par des visions, amplifiées par les compagnons champignons de Lintian. Les spores psychédéliques tordent son esprit,
le forçant à revivre ses souvenirs les plus douloureux dans un cauchemar vif. Son hallucination évoque une image douloureuse de la trahison de son ancien partenaire avec leur nouveau chef. La vision s'intensifie, enfonçant le couteau de la trahison plus profondément dans son psychisme déjà fracturé. Le plan de l'Intien est révélé. Un champignon sonore pour amplifier les bruits et un champignon psychédélique pour créer de puissantes illusions. Poussé à son point de rupture, l'archer se lève, son esprit étant désormais fixé sur un seul objectif vengeur. L'Intien sait que ces champignons peuvent manipuler les esprits, poussant les gens à agir selon leurs impulsions cachées les plus sombres. Alors que le conflit interne couve, il aperçoit l'armée de gobelins qui approche, ajoutant une autre couche de chaos à son piège. Le général gobelin se plaint de la lenteur de ses troupes, désireux d'affronter les envahisseurs. L'Intien regarde avec un sourire narquois, prévoyant de laisser les gobelins et les mercenaires s'épuiser mutuellement avant d'intervenir. Une voix fantôme incite l'archer, le poussant à agir selon sa rage latente. Ses camarades questionnent l'archer, qui reste paralysé par le conflit entre sa vengeance et sa peur. Sa perception déformée peint la tente d'une aura meurtrière, alimentant sa paranoïa. Il lutte contre la manipulation mentale, son corps crépitant d'une énergie incontrôlée. La terreur inonde son visage lorsqu'il réalise les conséquences fatales de ses sombres impulsions. L'Intien est surpris de constater que le pouvoir spirituel de l'archer est suffisamment fort pour lutter contre les effets du champignon. À l'intérieur, Luo Feng rejette la menace, acceptant de tolérer l'archer tant qu'il reste utile. Sarah retrace une blessure suppurante sur la poitrine de Luo Feng, révélant une blessure persistante d'une bataille précédente. Sarah se souvient comment Luo Feng l'a sauvée lors d'une bataille passée, justifiant sa loyauté et son mépris pour son ancien partenaire lâche. Luo Feng réfléchit aux compétences de combat terrifiantes de l'Intien, une fusion unique d'un guerrier, d'un mage et d'un assassin. Il croit maintenant que l'Intien ne faisait que feindre la faiblesse dans l'entreprise, se souvenant d'une opération brutale où seule leur équipe a survécu. Il exprime son soulagement face à la mort supposée de l'Intien, convaincu qu'il serait devenu un ennemi imparable. L'Intien regarde l'archer fuir, se moquant de sa lâcheté pour avoir abandonné sa vengeance par peur. Son plan visant à dresser les mercenaires les uns contre les autres ayant échoué, il décide de laisser l'armée de gobelins qui approche s'en occuper à la place. Il cible l'archer solitaire sur son écran, réalisant que le recrutement du paria mécontent pourrait être la clé du succès. L'assaut de l'armée de gobelins commence alors que des pics cristallins massifs jaillissent du sol, prenant le camp par surprise. Interrompus par le chaos, Luo Feng et Serra sont secoués de leur rencontre privée, confus par l'attaque soudaine. Le camp sombre dans le chaos alors que la horde de gobelins envahit les mercenaires qui se battent désespérément pour leur vie. Luo Feng se bat désespérément, furieux que leur protection défensive n'ait pas réussi à les avertir de l'attaque. À leur insu, les alliés champignons de l'Intien avaient déjà démantelé les protections, volant les gemmes de pouvoir. Il se moque de l'idée que les gobelins soient assez intelligents pour désactiver leur piège, aveuglés par sa propre arrogance. Le général gobelin traverse le chaos, désireux d'écraser lui-même le chef humain. Il maîtrise sans effort l'un des mercenaires, démontrant son immense force physique. L'énorme lame du général traverse le champ de bataille, un flot de force imparable. Pour la première fois, Luo Feng tremble, réalisant qu'il n'est pas de taille face à cet adversaire monstrueux. Le général gobelin sourit, se préparant à porter un coup dévastateur final. Dans une tentative désespérée de survivre, Luo Feng crie à ses archers de fournir un tir de couverture, mais un subordonné paniqué rapporte l'horrible vérité. Leur archer Cheng Ji a déjà fui. Luo Feng bouillonne de rage alors que son système confirme la désertion de l'archer, le laissant sans défense. L'archer en fuite rationalise sa lâcheté, convaincu que le sort de son ancienne équipe ne le concerne pas. Regardant en arrière le chaos ardent, il espère secrètement que ses anciens camarades seront anéantis. Mais il se rend vite compte qu'il est surveillé, apercevant une mystérieuse silhouette de niveau 11 dans les arbres. L'instinct de l'archer de niveau 13 se déclenche, et il réalise avec un choc qu'il est chassé par un monstre. Il se précipite immédiatement, sprintant à travers la forêt désorientante pour échapper à la nouvelle menace, mais ses yeux perçants aperçoivent son poursuivant, lui donnant une cible. Décidant de passer à l'offensive, il encoche une flèche explosive mortelle. La flèche vole droit, frappant ce qu'il croit être son poursuivant au loin. Sa satisfaction disparaît lorsqu'il réalise qu'il a été piégé, n'ayant tiré que sur une cape vide. Avant que l'archer ne puisse réagir, l'Intien apparaît derrière lui, portant un coup rapide comme l'éclair. L'archer serre les dents, ses instincts de survie se déclenchant alors qu'il tente désespérément de contrer l'attaque surprise. Il parvient à peine à bloquer le coup avec son arc, la force de l'impact l'étourdissant. Les yeux brillants de l'Intien se rétrécissent, réalisant que le leurre de l'archer n'était qu'un piège pour une embuscade à courte portée. Avec un coup de pied puissant, l'Intien envoie l'archer voler, brisant sans effort leur impasse. L'archer a du mal à parer l'assaut incessant, se retrouvant complètement dépassé au corps à corps. Déployant ses ailes insectoïdes massives, l'Intien révèle toute l'étendue de sa monstrueuse transformation. Il atterrit avec une grâce de prédateur, sa nouvelle forme dégageant une aura de puissance écrasante. Activant sa compétence de furtivité, le corps de l'Intien se dissout dans les ombres, crépitant d'énergie bleue. L'archer se tient seul dans la clairière silencieuse, cherchant frénétiquement le monstre qui vient de disparaître sous ses yeux.
L'archer enchante une flèche avec de la lumière, déterminé à forcer son mystérieux adversaire à sortir de l'ombre. Il bondit dans les airs, tirant un projectile brillant conçu pour illuminer toute la zone et révéler son ennemi. Mais la flèche lumineuse est stoppée net, attrapée sans effort par une seule main blindée. L'Intian émerge avec un sourire narquois, admettant que sa furtivité a été brisée, mais rejetant les chances de survie de l'archer. L'archer recule sous le choc lorsqu'une étrange vapeur verte commence à s'élever de son corps, signe d'une nouvelle menace. La source est révélée. Des champignons toxiques plantés par l'Intian, leur poison activé par un exercice intense. Affaibli et tremblant, l'archer réalise qu'il a respiré un poison débilitant tout ce temps. Il envisage d'utiliser un antidote mais hésite, voyant une opportunité potentielle d'exploiter son état empoisonné. L'Intian est impressionné par la résilience de l'archer, mais indique clairement qu'il n'a pas l'intention de se battre loyalement. Sur son ordre, un autre de ses alliés champignons se précipite, prêt pour la prochaine phase du plan. Il révèle sa prochaine surprise, une paire d'adorables mais mortels guerriers champignons. L'archer est horrifié de découvrir qu'il n'affronte pas seulement un monstre, mais toute une armée. Il crie son incrédulité totale, réalisant l'absurdité de sa situation. Avant qu'il ne puisse réagir, la horde de champignons le bombarde d'une pluie incessante d'aiguilles toxiques. L'assaut se termine, laissant l'archer complètement immobilisé dans un tas de slime corrosif. Avec la cible neutralisée, l'Intian fait un signe d'approbation à son allié champignon satisfait. Avec leur proie affaiblie et piégée, il décide qu'il est temps de mettre fin au combat pour de bon. Dans un dernier acte de défi, l'archer rassemble ses forces pour tirer une volée désespérée de flèches. Alimenté par une poussée d'adrénaline et des améliorations, il crie un vœu de vengeance à son ennemi monstrueux. L'Intian esquive sans effort l'attaque, notant que la combinaison de toxines a gravement altéré la précision de l'archer. L'Intian rejette calmement l'attaque, déclarant qu'elle est complètement inefficace contre sa forme actuelle. Les yeux de l'archer s'écarquillent de terreur alors qu'il reconnaît enfin son agresseur monstrueux. Avec un dernier coup décisif, l'Intian met fin à la confrontation, envoyant son ancien collègue voler. Il fait froidement ses adieux à son ennemi, son expression étant dépourvue de toute pitié. Le système confirme le meurtre, le récompensant de 100 points et d'un niveau supérieur, le rapprochant ainsi de son objectif. Mais sa victoire est interrompue par un développement inattendu sur le terrain. Il réalise que l'archer vaincu a activé un cercle de téléportation magique dans une tentative désespérée de s'échapper. L'Intian se déplace rapidement pour couvrir la marque, tentant d'interférer avec le sort d'évasion. Pendant ce temps, au camp, la bataille fait rage alors que l'assaut des gobelins continue de percer leur défense. Le général gobelin libère toute sa puissance, déterminé à anéantir les intrus humains restants. Un subordonné apporte de sombres nouvelles à Luo Feng. Leur archer, Cheng-Ji, est tombé dans le chaos. Luo Feng bouillonne, réalisant qu'un ennemi inconnu a utilisé l'attaque des gobelins comme couverture pour éliminer son coéquipier. Pendant ce temps, le bouclier défensif de Sarah cède sous l'assaut implacable du général gobelin. Au moment où leur défense s'effondre, un cercle de téléportation bleu brillant jaillit du sol sous eux. Toute l'équipe de mercenaires disparaît dans un éclair de lumière, laissant l'armée de gobelins frapper dans le vide. Le général gobelin est déconcerté, ses principales cibles ayant disparu sans laisser de traces. De son point de vue, l'Intian réalise que l'évasion des archers était une ruse pour téléporter toute l'équipe en sécurité. Mais la téléportation était un piège alors que l'équipe de Luo Feng réapparaît derrière l'Intian, lançant une attaque surprise en tenaille. La confiance de Luo Feng s'effondre lorsqu'il se retrouve face à la figure monstrueuse qu'il sait maintenant les chasser. La scène met en évidence un mécanisme de jeu essentiel. Au même niveau, les monstres possèdent une puissance et une taille bien supérieures à celles des joueurs humains. Luo Feng réalise que si les humains chassent les monstres avec des tactiques supérieures, les monstres détiennent un avantage physique énorme au même niveau. Mais maintenant, ils font face à l'impensable, un monstre utilisant une stratégie humaine pour les chasser. Les mercenaires regardent avec incrédulité, incapables de comprendre un monstre avec un niveau d'intelligence humaine. L'Intian sourit, demandant moqueusement si Luo Feng se souvient de son visage. Le sang de l'équipe se glace lorsqu'ils le reconnaissent enfin comme celui qui a anéanti leurs autres collègues. La panique éclate dans les rangs, mais Luo Feng essaie désespérément de maintenir son équipe terrifiée en ligne. Alors que Luo Feng considère l'Intian comme un simple niveau 12, l'Intian évalue ses options, hésitant à révéler toute son armée de champignons. Il envisage une montée en puissance risquée, sachant que même si cela pourrait lui accorder la victoire, cela pourrait lui coûter son propre esprit. Luo Feng rassemble ses troupes, jurant de terminer le travail qu'il n'a pas réussi à accomplir auparavant et de s'assurer que l'Intian ne s'échappe plus. L'Intian trouve leur posture hilarante, riant de leur tentative désespérée de le défier. L'Intian se moque de leurs menaces, leur rappelant que même cette équipe de l'entreprise n'ont pas pu le vaincre. Ces paroles glaciales envoient une vague de terreur aux mercenaires qui réalisent son intention meurtrière. Il les regarde avec un mépris total, ses yeux brillants les jugeant pathétiques. L'un des mercenaires se précipite en avant, déclenchant une puissante compétence de division de montagne dans un pari désespéré. Imperturbable, l'Intian active calmement une nouvelle compétence depuis son interface système. Le système confirme le déblocage, lui accordant la capacité de vol tant attendue. L'attaque du mercenaire frappe le sol où se tenait l'Intian,
soulevant un nuage de poussière massif. Pendant un instant fugace, l'équipe croit avoir gagné, cherchant dans la poussière le moindre signe de son ennemi. Leur espoir s'évanouit lorsqu'ils aperçoivent une silhouette s'élevant en flèche dans le ciel depuis le centre de l'explosion. Le système annonce sa maîtrise du vol alors que l'Intian déploie ses magnifiques ailes lumineuses, désormais un véritable maître des airs. L'Intian plane au-dessus, accueillant moqueusement les guerriers humains dans son domaine. Il leur promet une fin rapide, sa nouvelle forme dégageant une aura de mort. Luo Feng ordonne un assaut magique et à distance à grande échelle pour faire tomber le monstre. Avec une vitesse incroyable, l'Intian se faufile à travers la volée d'attaques, trouvant leurs efforts risibles. La mage, Sarah, crie un avertissement, se préparant à lancer un puissant sort de son cru. Elle déclenche un réseau de lumière éblouissant, une toile magique complexe conçue pour piéger sa cible. L'Intian reconnaît ses compétences alors que la magie de suivi se dirige vers lui, impressionné par son pouvoir. Pourtant, il reste confiant, jugeant la vitesse de l'attaque comme quelque chose qu'il peut facilement déjouer. Voyant une ouverture, Luo Feng saute dans les airs, préparant une puissante frappe descendante avec sa hache. Il balance sa hache enchantée de toutes ses forces, visant à fendre son ennemi aéroporté en deux. L'Intian intercepte la hache en plein vol, son corps blindé absorbant toute la force du coup. Il est momentanément étourdi par la puissance brute de l'attaque d'un guerrier de niveau 15, un filet de sang marquant son visage. Les mercenaires regardent avec frustration leur cible devenir un point distant dans le ciel nocturne. De loin, l'Intian fait un geste de défi, promettant un règlement de compte final lors de leur prochaine rencontre. Enragé par la raillerie, Luo Feng ordonne furieusement à son équipe de traquer le monstre en fuite. La mage de l'équipe, Sarah, est complètement épuisée, ayant épuisé son énergie avec le sort de téléportation. La rage de Luo Feng déborde lorsqu'on lui rappelle que leur seul tracker, l'archer, est déjà mort. Sarah rassure son chef, révélant qu'elle a un plan secret pour localiser leur ennemi. Elle explique que son réseau éblouissant a laissé une aura magique sur l'Intian, faisant de lui une cible traçable. Ignorant le traceur magique, l'Intian s'envole au-dessus de la forêt, confiant dans sa fuite. L'Intian élabore une stratégie pour son prochain mouvement, sachant qu'il doit naviguer dans une vallée dangereuse pour atteindre son objectif. Il se souvient que l'entrée du royaume des arbres est un hôtel caché sous l'eucalyptus, nécessitant une immense énergie magique pour être activé. Il déplore que son plan visant à opposer les gobelins aux mercenaires ait été déjoué par le sort de suivi étonnamment intelligent de Luo Feng. Bien qu'il se soit échappé, il sait que le retour des gardes gobelins rendra l'accès à l'hôtel presque impossible, d'autant plus qu'il a été marqué. Il réfléchit à la manière de transformer la marque magique à son avantage, pesant le risque que Luo Feng signale sa survie. La scène revient à la forêt cristalline sombre où les mercenaires se sont regroupés. L'équipe de Luo Feng a du mal à comprendre comment l'Intian, qu'il croyait mort, est revenu en tant qu'entité monstrueuse. La panique se répand alors que les mercenaires plaident pour l'abandon de la mission, terrifiés de devoir à nouveau affronter leur ancienne cible. Luo Feng est profondément ébranlé, se souvenant de sa rencontre presque fatale et se demandant s'il doit signaler cette nouvelle menace à ses supérieurs. Il se souvient d'une dure leçon de son passé. Dans la jungle sans foi ni loi, la survie se gagne en prouvant sa force. Les yeux de Luo Feng se rétrécissent avec détermination. Il décide de ne pas signaler cet échec catastrophique à ses supérieurs. Sarah essaie de le raisonner, expliquant qu'avec l'aide de l'entreprise, ils peuvent utiliser son sort de suivi pour traquer l'un. Mais Luo Feng sait que puisque l'Intian a conçu le système de jeu, il en comprend toutes les faiblesses, ce qui en fait leur seule chance de frapper. Il rassemble son équipe, avertissant que l'échec à tuer l'Intian maintenant signifiera l'exil de la jungle et la colère de leur chef. Luo Feng relie enfin les points, réalisant que le véritable objectif de l'Intian est l'eucalyptus et jure de l'intercepter à l'hôtel. Le chasseur et le chassé sont désormais enfermés dans une course mortelle, chacun étant déterminé à éliminer l'autre dans la jungle. Quelques jours plus tard, une carte stratégique montre l'équipe de Luo Feng et un autre groupe inconnu se rapprochant du royaume de l'eucalyptus. Ces mercenaires travaillent rapidement, installant un grand cristal pour établir une puissante formation magique. Sarah canalise son énergie dans le réseau, tissant un sort complexe tandis que l'équipe monte la garde. Avec le dernier nœud de cristal en place, elle annonce que leur plan d'érection d'une barrière est prêt à démarrer. Sarah libère toute sa puissance, activant la formation magique massive. Des faisceaux d'énergie pure jaillissent vers le haut, créant les fondations de leur prison magique. Un immense dôme bleu scintillant se matérialise, scellant toute la zone autour de l'eucalyptus. Elle explique avec assurance que la barrière piégera l'Intian, mais s'inquiète car sa marque de suivi sur lui commence à s'estomper. Luo Feng rejette ses inquiétudes, convaincu que l'Intian est affaibli et ne représente que peu de menaces une fois trouvé. Il déclare qu'avec l'Intian et son objectif piégé à l'intérieur de la barrière, son évasion est désormais impossible. Invisible pour les mercenaires, l'Intian observe depuis l'ombre, pleinement conscient qu'il est coincé. Il repense à ses jours frustrants de guérilla, toujours incapable de localiser l'hôtel caché qu'il recherche. Sa stratégie consistait à utiliser ses champignons pour inciter au conflit entre les monstres locaux et l'équipe de Luo Feng. Mais les mercenaires se sont adaptés à ces ruses, rendant ses tentatives pour les affaiblir inefficaces. Il note que la nouvelle formation des mercenaires, avec des maîtres d'animaux et des mages soutenant la ligne de front,
les a rendus presque invincibles. Luo Feng s'assoit avec assurance au sommet d'un tas de gobelins vaincus, sachant que son équipe peut dégager la zone tant qu'elle évite le général gobelin. Lin-Tian se rend compte que sa nature magique unique l'aide à échapper au sort de suivi, mais il est toujours dépassé face à toute l'équipe. Sa frustration grandit car il ne trouve toujours pas l'autel, fondant ses espoirs sur la sensibilité de ses champignons à l'énergie spirituelle. Soudain, son compagnon champignon a une idée géniale, son excitation est palpable. L'espoir de Lin-Tian renaît lorsque son champignon confirme qu'il a localisé l'autel, signalant que la bataille finale est proche. Pendant ce temps, le sort de suivi de Sarah s'anime, un sourire narquois traversant son visage alors qu'elle verrouille enfin sa cible. Toute l'équipe de mercenaires se retourne, leur chasse enfin terminée alors qu'ils aperçoivent Lin-Tian au loin. Luo Feng en déduit immédiatement que Lin-Tian a trouvé l'entrée du royaume de l'arbre et ordonne à son équipe d'entrer. Avec une résolution sombre, il mène la charge, jurant que cette fois leur cible ne s'échappera pas. Lin-Tian sourit, acceptant qu'il a été découvert et que la confrontation finale est sur le point de commencer. Il décide qu'il a besoin d'une diversion massive pour égaliser les chances. Ses alliés champignons commencent à briller, se préparant à inciter chaque monstre dans la jungle. Leur influence se répand comme une peste, entraînant les cavaliers loups squelettiques dans une frénésie. Sous l'eucalyptus colossal, le sol lui-même vibre d'une énergie latente. Luo ordonne à son équipe d'avancer, ignorant les yeux rouges brillants qui les observent depuis l'ombre. Un subordonné hurle un avertissement alors que des hordes de monstres enragés commencent à déferler hors de la forêt. Impassible, Luo Feng ordonne à ses équipes de flanc d'engager les monstres pendant que la force principale poursuit la poursuite. Ses subordonnés obéissent, affrontant des ours monstrueux et des cavaliers squelettiques dans une tentative désespérée de tenir la ligne. Luo Feng en déduit correctement que Lin-Tian ne contrôle pas les monstres, mais utilise plutôt une toxine pour les plonger dans une rage folle. Luo Feng rejette avec arrogance son ennemi comme un simple monstre de niveau 12, convaincu qu'il n'a plus rien à craindre. Pendant ce temps, ses équipes de flanc sont engagées dans une lutte désespérée, retenant à peine la marée de bêtes enragées. Soudain, le sol lui-même entre en éruption, déclenchant un nouvel assaut dévastateur sur les mercenaires. La confiance de Luo Feng s'effondre lorsqu'il réalise que cela doit être le véritable atout de Lin-Tian. La vraie menace se révèle. L'immense général gobelin, le boss de toute la région, a rejoint la mêlée. Un des hommes de Luo Feng charge imprudemment le général, déterminé à tester les limites du plan de Lin-Tian. Sarah retient l'équipe de soutien, certaine que leur chef peut gérer le boss monstre tout seul. Son attention reste sur leur véritable ennemi, car son sort de suivi indique que Lin-Tian est maintenant extrêmement proche. Elle mène la force principale dans une course folle, jurant de faire payer à Lin-Tian la menace qu'il représente pour son chef. Leur destination est révélée, un hôtel caché brillant niché parmi les racines antiques de l'eucalyptus. Lin-Tian découvre enfin la véritable entrée, réalisant que l'arbre colossal n'était qu'une couverture pour l'hôtel caché. Il se prépare à activer le portail, son corps brillant avec des runes anciennes qu'il maîtrise depuis longtemps. Sa connaissance de l'ancienne écriture de la jungle s'avère inestimable, lui permettant de déchiffrer les commandes de l'hôtel. Juste au moment où il est sur le point d'agir, son compagnon champignon l'alerte que les mercenaires sont finalement arrivés. Alors que les mercenaires lancent leur assaut, Lin-Tian dévie gracieusement une volée de projectiles enflammés. Il atterrit carrément au centre d'un cercle magique brillant, réalisant qu'il est tombé droit dans leur piège. Impassible face à sa situation, il évalue calmement l'énergie magique qui l'entoure. Il identifie le sort complexe comme un piège à double usage conçu à la fois pour l'immobiliser et l'attaquer. Depuis l'ombre, les mercenaires louent leur mage, Sarah, pour son incroyable talent à piéger leur ennemi. Sarah sourit avec assurance, annonçant que son piège de gravité a capturé avec succès leur cible, ne lui laissant aucune échappatoire. Lin-Tian reconnaît leur stratégie, admettant que la double magie de liaison est le moyen idéal pour contrer son agilité. Pourtant, il sourit avec une confiance déconcertante, les avertissant que le piéger est une chose, mais le garder là en est une autre. Sarah rejette son bluff, ralliant son équipe en leur rappelant qu'il n'est qu'un monstre de niveau 13, entièrement maîtrisé par son sort. Elle rassemble le reste de ses forces, le défiant de prouver qu'il lui reste des ruses pour échapper à son attaque finale. Sarah déclenche une explosion magique dévastatrice, un faisceau concentré d'énergie pure dirigé directement sur sa cible sans défense. L'explosion massive engloutit l'hôtel, semblant anéantir Lin-Tian et mettre fin à la menace pour de bon. Mais la scène se coupe sur un sourire suffisant, révélant que l'attention de la bataille s'est déplacée ailleurs. La caméra se tourne vers Luo Feng, qui vient de porter un coup décisif final au puissant général gobelin. Une notification système confirme sa victoire, le récompensant avec une expérience massive et un passage au niveau 16, débloquant une nouvelle profession. Luo Feng se tient triomphalement au-dessus du boss régional vaincu, ayant éliminé à lui seul la plus grande menace monstrueuse de la région. Luo Feng reporte son changement de classe, convaincu que sa nouvelle force de niveau 16 est plus que suffisante pour écraser Lin-Tian. Son humeur triomphante s'évanouit lorsqu'il réalise que Sarah et l'équipe d'assaut principale ont disparu. Une froide terreur l'envahit alors qu'il jure, sentant que son plan a horriblement mal tourné. De retour à l'hôtel, Lin-Tian émerge de l'explosion, ses yeux brillants jugeant l'attaque comme étant ridiculement faible. Il se tient complètement indemne,
exprimant sa déception que le sort ait manqué d'intensité réelle. Sarah réalise avec horreur que l'Intian utilise le pouvoir de l'hôtel pour absorber ses attaques, les rendant inutiles. Mais l'Intian révèle qu'il fait plus que simplement se défendre alors que l'interface magique de l'hôtel commence à se fissurer. Avec un sourire sinistre, il déclare son intention de drainer l'ancien portail de toute sa puissance pour lui-même. Le sceau magique se brise, révélant un vide cosmique tourbillonnant qui consume violemment l'énergie de l'hôtel. Sarah fuit terrifiée, incapable de comprendre comment un non-mage pourrait détourner et manier une magie aussi puissante. Les mercenaires restants se dispersent terrifiés, fuyant la scène chaotique à l'hôtel. Luo Feng réalise avec fureur que la barrière de confinement de Sarah s'effondre, supprimant leur seule cage. L'immense dôme bleu se brise en morceaux, sa puissante magie complètement annulée. Son visage se tord de rage, refusant d'accepter que sa cible est sur le point de lui échapper à nouveau. L'Intian révèle son passé, expliquant qu'il est celui qui a conçu le système de profession même que les humains utilisent. Il se souvient avoir utilisé cette même technologie ancienne pour s'élever en tant que puissant guerrier lorsqu'il était encore humain. Bien que sa forme de monstre l'empêche d'utiliser les compétences de guerrier, il se tient devant le portail avec un nouveau plan. Il sourit, sachant qu'en tant que créateur du système, il peut facilement exploiter leur magie à ses propres fins. La lance enchantée d'un mercenaire claque sur le sol, sa lumière magique complètement éteinte. Sarah et ses mages s'effondrent de désespoir, leur réserve magique complètement aspirée, les laissant impuissants. L'Intian révèle que son plan initial était de les laisser s'entretuer, mais leur poursuite a inspiré une nouvelle stratégie. Il explique qu'il peut maintenant utiliser les mercenaires impuissants pour ouvrir le royaume de l'arbre, un résultat bien plus pratique. Malgré sa faiblesse, Sarah lance un regard défiant, certaine que leur chef et leur entreprise les vengeront. Ses camarades paniquent, blâmant Luo Feng pour leur sort et suppliant l'Intian de leur épargner la vie. L'Intian rejette froidement leurs supplications, promettant qu'il finira par les traquer jusqu'au dernier. Ailleurs, Luo Feng reste confiant, croyant que son équipe de mages a réussi à contenir l'Intian. Un subordonné souligne la proximité de leur cible, puis se demande pourquoi le chef habituellement bruyant s'est tu. Le visage de Luo Feng se tord de rage et de déni alors qu'il réalise enfin l'horrible vérité de la situation. De l'ombre, l'Intian salue son rival, ses yeux brillants remplis d'un amusement de prédateur. Luo Feng arrive sur une scène de défaite, trouvant l'Intian qui l'attend près du portail brisé, prêt pour le dernier plat de son festin. Les mercenaires restants titubent sous le choc, incapables de croire que leur chef mage a été vaincu par ce qu'ils pensaient être un monstre de bas niveau. L'Intian offre un réconfort terriblement calme, son sourire de prédateur visible sous son casque. Il promet que chacun d'eux subira le même sort sombre, envoyant une vague de terreur à travers le groupe. La panique brise enfin leur rang alors que les mercenaires se retournent et fuient pour sauver leur vie. Dans un flot de mouvements, l'Intian abat sans effort les guerriers en fuite, ne laissant aucune chance d'échapper. Il réduit la distance sur les combattants restants, les expédiant avec une force brutale et écrasante. Un autre mercenaire est envoyé voler, son expression est un masque de douleur tandis que Luo Feng observe en arrière-plan. L'Intian atterrit gracieusement, tournant son attention vers Luo Feng et questionnant son inaction. À sa surprise, il regarde Luo Feng abattre l'un de ses propres subordonnés en fuite. Luo Feng justifie froidement ses actions, déclarant que les lâches qui ont perdu la volonté de se battre ne lui servent à rien. L'Intian sourit, remerciant moqueusement Luo Feng d'avoir traité ses propres subordonnés de faibles. Luo Feng lui rend son regard noir, admettant qu'il avait gravement sous-estimé les capacités de son ancien collègue. L'Intian nargue son rival, lui demandant pourquoi il ne s'enfuit pas maintenant que le chemin est libre. Luo Feng désigne le portail ouvert, rétorquant que sans barrière restante, c'est l'Intian qui devrait courir. Impassible, l'Intian révèle qu'il attendait cette confrontation, prêt à prouver sa force sans astuce. Il se lance en avant dans un flou de mouvements, déclarant que la puissance brute est la seule loi qui compte dans cette jungle. Luo Feng se prépare à l'impact, balançant sa hache massive pour contrer l'assaut féroce à haute vitesse. L'Intian reconnaît le danger d'un affrontement direct et décide d'utiliser une compétence pour éviter la portée du puissant guerrier. Luo Feng est déconcerté alors que sa cible disparaît dans les airs, réalisant qu'il est confronté à une compétence d'invisibilité. Avant qu'il ne puisse réagir, l'Intian réapparaît à ses côtés, portant un coup rapide et décisif depuis l'angle mort. Luo Feng bloque à peine l'attaque surprise, maudissant le fait que la forme monstrueuse de l'Intian ait une défense incroyablement élevée. Il décide que sa seule chance est de submerger cette défense avec une vitesse écrasante. L'Intian s'élance du sol, prêt à affronter l'assaut à grande vitesse qui arrive. Luo Feng déchaîne un furieux tourbillon de coups de hache, déterminé à percer avec une attaque rapide. Il met toute sa force dans le barrage continu, sa forme étant un flou d'agression concentré. L'air se remplit de la lumière de ses innombrables coups alors qu'il presse sans relâche son attaque. À travers la tempête qu'il a lui-même créée, Luo Feng regarde avec défi, défiant son adversaire de résister à l'assaut. Mais l'Intian se faufile sans effort à travers la rafale de coups, faisant paraître maladroite l'attaque désespérée du guerrier. L'Intian se retire dans les airs, reconnaissant la puissance terrifiante derrière l'assaut du guerrier de niveau 16. Luo Feng reste sur ses positions, narguant son ennemi pour avoir simplement évité le combat au lieu de l'affronter directement. L'Intian échange un regard entendu avec son compagnon champignon,
signalant un changement de tactique. En un éclair, Luo Feng se retrouve complètement submergé par une horde de petits champignons agressifs. Le guerrier lutte alors que les minuscules créatures s'accrochent à lui, tentant de le submerger avec une étrange substance violette. D'en haut, Lin-Tian observe la flaque violette qui en résulte, se demandant si son attaque surprise a réussi. Mais Luo Feng sort du piège avec un puissant coup de sa hache, complètement indemne. Il révèle une gemme de purification avancée, se moquant des champignons comme d'un atout pathétique. Le guerrier admet qu'il a préparé cette contre-mesure après la mort de son archer, évitant de justesse le même sort. Lin-Tian regarde avec frustration, réalisant que son essaim de champignons est complètement inefficace contre le guerrier préparé. Luo Feng continue ses moqueries depuis le sol, défiant Lin-Tian, qui est dans les airs, d'arrêter de courir et de l'affronter. Il traite son ennemi de lâche, tentant de provoquer Lin-Tian en l'incitant à abandonner son avantage aérien pour un affrontement direct. Lin-Tian esquive habilement une tempête de projectiles tranchants lancés depuis le sol. Il plane avec assurance, regardant Luo Feng préparer son prochain assaut plus calculé. Luo Feng active sa maîtrise des armes, serrant une lourde chaîne et jurant d'abattre son ennemi aérien. Il déchaîne son arme enchaînée avec une vitesse aveuglante, l'envoyant s'écraser vers le ciel. Lin-Tian réalise trop tard que la chaîne est un outil spécialisé conçu pour contrer sa supériorité aérienne. La chaîne enchantée l'attrape, liant ses ailes et neutralisant son plus grand avantage. Un éclair de frustration traverse le visage de Lin-Tian alors qu'il est pris dans le piège du guerrier. Luo Feng tire avec une force immense, tirant violemment son adversaire ailé du ciel. Avec sa cible au sol, Luo Feng porte un coup dévastateur, frappant Lin-Tian avec une force brutale. Bien qu'ébranlé, Lin-Tian reprend rapidement ses esprits, se préparant déjà à riposter contre l'attaque du guerrier. Luo montre une nouvelle entaille sur sa poitrine, une marque du coup réussi de son adversaire. Lin-Tian sourit, satisfait d'avoir finalement réussi à percer la formidable défense du guerrier. Mais Luo Feng se moque de lui, rabaissant l'attaque comme une égratignure pathétique après tant d'efforts. Son arrogance s'estompe lorsque des veines vertes et venimeuses se répandent sur sa peau, signe que la blessure était plus qu'une simple coupure. Lin-Tian révèle son véritable atout, une nouvelle compétence de poison débloquée grâce au point qu'il a gagné en battant les autres mercenaires. Le guerrier sent sa force s'épuiser rapidement, réalisant que cette toxine puissante est bien plus mortelle que les spores de champignons. Croyant qu'il s'agit du dernier pari de Lin-Tian, Luo Feng se prépare à contrer en accédant à son propre pouvoir caché via le système. Lin-Tian regarde avec stupéfaction Luo Feng se voir offrir la possibilité de transférer sa profession, un privilège qu'il ne devrait pas avoir. Le guerrier explique que l'entreprise a levé la restriction après le départ de Lin-Tian, lui permettant d'accéder à de nouvelles classes comme paladin ou berserker. Réalisant l'immense menace que cela représente, Lin-Tian se précipite désespérément pour arrêter la transformation avant qu'il ne soit trop tard. Mais il est trop tard, car le système confirme la transformation réussie et violente de Luo Feng en berserker. Luo Feng se délecte de son nouveau pouvoir, son corps débordant de l'énergie brute de sa nouvelle classe. Sa transformation est complète, révélant une forme plus musclée et une aura rouge feu d'agression pure. Lin-Tian réalise avec effroi que la classe berserker a purgé le poison, rendant son atout inutile. Il sait que cette nouvelle forme transforme Luo Feng en une machine à tuer implacable, l'obligeant à reconsidérer le combat. Décidant que les chances sont désormais impossibles, Lin-Tian prend en une fraction de seconde la décision de fuir la bataille. Mais Luo Feng, maintenant incroyablement rapide, coupe sa voie d'évacuation, se moquant de sa tentative de s'enfuir. Piégé sans issue, Lin-Tian accepte qu'il n'ait d'autre choix que d'affronter son rival surpuissant de front. Le berserker se lance avec une vitesse aveuglante, et Lin-Tian réalise qu'il est désormais surpassé en agilité. Luo Feng abat sa hache avec une force dévastatrice, visant à mettre fin au combat avec un seul coup écrasant. Lin-Tian se prépare, essayant de bloquer le coup aérien dévastateur du berserker. Mais l'attaque de Luo Feng n'est qu'une feinte, un flash de lumière aveuglant pour désorienter son adversaire. Lin-Tian se rétablit rapidement à la recherche de son ennemi seulement pour constater que le guerrier a disparu. Le berserker réapparaît directement au-dessus de lui en se moquant de lui avant d'abattre sa hache pour la véritable attaque. Le sol se brise sous la force du coup, un témoignage du nouveau pouvoir de Luo Feng. Alors que la poussière retombe, il semble que Lin-Tian ait été pris dans l'impact dévastateur. Mais il émerge du cratère, ayant attrapé la lame de hache massive à main nue. Les deux rivaux sont enfermés dans un concours brutal de force, aucun ne cédant d'un pouce. Lin-Tian porte un coup perçant, mais la rage du berserker le rend apparemment insensible à la douleur. Réalisant qu'il est surpassé, Lin-Tian tremble avec la sombre compréhension que pour combattre un monstre, Luo Feng l'est devenu. Les yeux de Lin-Tian brillent d'une sombre résolution alors qu'il fait un choix désespéré. Il décide d'abandonner complètement son corps au monstre intérieur, libérant son véritable pouvoir. Luo Feng déverse chaque once de sa rage de berserker dans sa hache, essayant de maîtriser son ennemi. Une onde de choc massif d'énergie jaillit de leur affrontement, projetant Lin-Tian vers l'arrière. La force du coup envoie Lin-Tian voler dans les airs, apparemment vaincu. Mais alors que Luo Feng reprend son souffle, il regarde avec incrédulité ce qu'il voit. Lin-Tian révèle une nouvelle transformation terrifiante, une forme monstrueuse maniant deux lames massives. Il retombe au sol avec une force dévastatrice,
la terre elle-même se fissurant sous son impact. Sa nouvelle forme crépite d'une énergie indomptée, une présence bien plus menaçante qu'auparavant. Luo Feng recule sous le choc total se demandant combien d'atouts son ennemi pourrait avoir. Les yeux de Lin-Tian brûlent d'une froide lumière verte signalant que le vrai monstre a été réveillé. Il rencontre la hache de Luo Feng avec sa propre lame, mais chaque coup ne sert qu'à alimenter la rage du berserker. Le guerrier serre les dents, absorbant l'assaut et convertissant chaque coup en plus de puissance pour lui-même. Luo endure sans relâche l'assaut, son compteur de rage augmentant à chaque blocage réussi. Une notification système confirme l'inévitable. La rage du berserker a atteint son apogée absolu. Maintenant à pleine puissance, Luo Feng déchaîne une contre-attaque dévastatrice, balançant sa hache de toutes ses forces. Les deux titans s'affrontent dans un flou d'énergie rouge et bleue, leur bataille d'usure atteignant un point culminant. Sous son visage monstrueux, Lin-Tian révèle un sourire glaçant, totalement imperturbable par la fureur du guerrier. Luo Feng hurle avec une puissance brute, canalisant chaque once de son être dans un dernier coup décisif. Leurs attaques ultimes entrent en collision, déclenchant une explosion cataclysmique qui déchire la forêt. La poussière retombe, révélant Lin-Tian victorieux alors que Luo Feng admet que son ennemi est vraiment quelque chose d'autre. À son dernier souffle, le guerrier vaincu offre un regard d'admiration à contre-cœur pour son rival. L'immense pouvoir du berserker s'estompe finalement, et le corps de Luo Feng commence à s'effondrer. Lin-Tian porte le coup final décisif, mettant fin à leur longue et brutale rivalité pour de bon. Sa forme monstrueuse crépite d'une énergie indomptée, le vainqueur incontesté de la jungle. La bataille se termine avec les deux combattants à terre, épuisés par leur affrontement cataclysmique. La scène se déplace loin, vers le siège high-tech étincelant de Shanzhuang Technology. Un cadre s'emporte devant le manque de contact de Luo Feng, réprimandant son subordonné pour la panne de communication. Une collègue plus expérimentée intervient, disant calmement au cadre en colère de laisser tranquille le stagiaire nerveux. Son expression devient grave alors qu'elle annonce la mauvaise nouvelle. Elle a finalement localisé le signal de Luo Feng. Le cadre exige de connaître la nature de cette mauvaise nouvelle. De retour dans la jungle, la forme monstrueuse de Lin-Tian s'effondre, la bataille ayant fait des ravages. Il réalise que son nouveau pouvoir est instable et qu'il doit entrer dans le royaume des arbres pour reprendre le contrôle. Avec le portail à quelques pas, il traîne désespérément son corps défaillant vers l'avant. Mais ses forces l'abandonnent, et il s'effondre juste avant d'atteindre son but. Soudain, une notification du système annonce l'achèvement de sa quête et l'activation d'un magasin de récompenses. Une lueur d'espoir revient alors qu'il réalise que le magasin pourrait être son salut. Il cherche immédiatement un objet pour soigner l'instabilité mentale causée par sa transformation. Avec une détermination sombre, il tente d'acheter l'objet qui lui sauvera la vie. Mais son espoir s'évanouit lorsque le système révèle qu'il lui manque les 500 points nécessaires pour la guérison. Ses yeux brillent de rage alors que le système confirme qu'il n'a pas assez de points pour la guérison. Mais une lueur d'espoir revient alors qu'il se souvient de la fonction d'échange de trophées de bataille du magasin. Le système scannait le champ de bataille, identifiant la hache tombée de Luo Feng, son armure et ses gemmes comme des objets échangeables. Avec 1200 points maintenant disponibles, il confirme frénétiquement l'échange pour acheter la potion qui lui sauvera la vie. Il regrette brièvement de ne pas avoir trié le butin rare de Luo Feng, mais c'est qu'il n'avait pas d'autre choix. Une notification du système confirme que l'achat est terminé, lui présentant la guérison lumineuse. De retour au siège de Shanzhuang, les deux cadres marchent dans un couloir stérile éclairé en rouge. Le cadre masculin réagit avec incrédulité en apprenant que quelqu'un est entré dans le royaume des arbres. Sa collègue confirme qu'une forte poussée de magie a été détectée, se demandant pourquoi Luo Feng n'en a pas fait part. Elle fait un geste vers une chambre pulsatile sinistre, suggérant que l'incident pourrait être lié à son contenu. À l'intérieur de la chambre, une énorme dalle de pierre gravée de runes palpite d'énergie, le cœur de leur technologie de portail. Le cadre exige de savoir comment ce projet high-tech est lié à la mission de Luo Feng dans le royaume des arbres. Un scientifique explique que la disparition de Lin-Tian a déjà causé un tollé, les joueurs soupçonnant les plans secrets de l'entreprise. Il révèle que l'entreprise a passé des décennies à extraire 7 de ces dalles de pierre légendaires pour exploiter leur pouvoir. La cadre féminine déclare que leur objectif est de trouver les 4 dalles manquantes pour comprendre la mystérieuse transformation de la jungle. Comprenant maintenant les enjeux, le cadre masculin demande s'ils ont des pistes sur les artefacts manquants. Elle révèle qu'elle soupçonne qu'une des dalles manquantes est cachée dans le royaume des arbres où ils ont envoyé Luo Feng. Alors qu'il voit cela comme une opportunité parfaite, elle craint que des changements imprévus ne mettent Luo Feng en grave danger. Décidant d'agir, le cadre se prépare à partir, lui ordonnant de le tenir informé de la situation. La scène revient à la jungle, révélant que le portail bleu lumineux a été activé avec succès. Après être entré dans le royaume des arbres, Lin-Tian constate que sa volonté monstrueuse s'est retirée, et qu'il a atteint le niveau 15. Il réalise que la potion qu'il a achetée ne traite que les symptômes, et qu'une véritable guérison de son instabilité nécessite un objet rare. Il déplore d'avoir dû échanger tout le précieux butin de Luo Feng juste pour se payer la guérison temporaire coûteuse. Décidant de tirer le meilleur parti de sa situation, il commence à explorer les autres fonctionnalités du magasin du système. Il découvre une fonction de stockage pratiquée, avec 700 points restants,
décide de chercher d'autres améliorations. Ses yeux se posent sur une puissante pièce d'armure de poitrine qui offre une augmentation significative de sa défense. Il se demande comment cette armure aurait rendu son combat contre le puissant Luo Feng beaucoup plus facile. Mais sa tentative d'achat de l'objet se heurte à une erreur système flagrante, solde insuffisant. Il explose de frustration, réalisant que l'armure coûte plus cher que tout l'équipement de haut niveau de Luo Feng combiné. La réalité des prix exorbitants du magasin le laisse stupéfait et comiquement horrifié. Une nouvelle mission apparaît sur son interface système, lui demandant de sauver les elfes Helen Butterfly. La récompense pour cette quête est des points de jungle et la chance de débloquer un puissant panneau de compétences de rang B. Il contemple les nouveaux pouvoirs qu'il pourrait acquérir, impatient de voir ce qu'une compétence de rang B offrira. Avec un but renouvelé, il est résolu à conquérir ce nouveau royaume, envoyant un message clair à son ancienne entreprise. Son fidèle compagnon Champignon attend avec impatience le commandement de son maître. L'Intian ordonne à ses serviteurs d'effacer toutes les preuves de la récente bataille avant son départ. Avec son nouvel objectif fixé, il se prépare à entreprendre son voyage vers le royaume des arbres d'Eucalyptus. La scène se déplace vers un autre portail d'aspect ancien, brillant d'une mystérieuse lumière bleue. Ailleurs, un feu sacré brûle alors que des voix désespérées appellent leur prophète et sauveur. Deux personnages zélés en robe prient devant les flammes, suppliant leur seigneur de venir les sauver. Le feu sacré brûle brillamment, mais le rituel ne donne aucun résultat. Les elfes zélés désespèrent, croyant que leurs prières ont échoué une fois de plus. Leur chef se lamente que malgré des années de dévotion, leur sauveur prophétisé n'est pas apparu. Alors qu'elle poursuit sa prière, un cri d'alarme soudain brise leur rituel solennel. Un éclaireur arrive en volant, avertissant les autres qu'ils ont été découverts par des monstres gobelins. L'un des elfes est implacablement poursuivi par deux gobelins vicieux à travers la forêt. L'elfe en fuite est rapidement maîtrisé et cloué au sol, complètement à la merci du gobelin. La princesse elfe affronte les assaillants, mais ils ricanent, affirmant qu'un traité passé ne les protège plus. Sans autre option, les elfes se tournent vers le feu, plaidant pour qu'un sauveur vienne les secourir. Les gobelins se moquent de leur foi, amusés par leur croyance désespérée en une légende ancienne. Les elfes regardent avec admiration une silhouette émerger du portail lumineux, convaincus que leur sauveur prophétisé a enfin répondu à leur prière. Peu impressionnés, les gobelins se moquent de leur foi, rejetant la notion d'un sauveur comme un non-sens complet. Mais avant qu'ils ne puissent frapper, un éclair d'énergie dorée tranche l'air, protégeant les elfes sans défense. Une silhouette ailée en armure descend du ciel, épinglant sans effort un gobelin sous son pied avec une vitesse choquante. C'est l'Intian, maintenant sous une nouvelle forme puissante, rayonnant une aura d'autorité calme. Il se tient au-dessus des gobelins vaincus, confus par leur présence dans ce qui devrait être un royaume paisible. Les elfes regardent avec une joie larmoyante, certains que leur seigneur tant attendu est venu à leur secours. L'Intian, cependant, semble déconcerté par leur adoration, n'ayant aucune idée de pourquoi ils l'appellent leur sauveur. Ailleurs dans le village du royaume des arbres d'Eucalyptus, un elfe aîné se moque, déclarant que le sauveur n'est qu'un mythe. Mais un jeune elfe riposte avec passion, insistant sur le fait que leur sauveur est réel, venant de sortir de l'autel pour les sauver. L'elfe aîné réprimande les plus jeunes pour s'être aventurés dans le dangereux territoire infesté de gobelins. Ils expliquent que leur recherche désespérée de médicaments pour un ami malade les a conduits à l'hôtel, où ils l'ont trouvé à la place. Toujours sceptique, l'aîné se détourne, refusant obstinément d'accepter que cet étranger soit leur sauveur prophétisé. Les elfes insistent sur le fait que, puisque sa propre guérison a échoué, l'Intian est leur dernier espoir de sauver leur ami, Gigi. Plus tard, l'intervention de l'Intian s'avère fructueuse car l'état de l'elfe malade s'est finalement stabilisé. Il se tient avec confiance alors que les elfes expriment leur incrédulité quant à l'efficacité de son médicament. Intérieurement, l'Intian transpire en sachant que ce n'était qu'une potion du système, et s'agace de la méfiance persistante de l'aîné. L'aîné lui permet à contre-cœur de rester, mais seulement jusqu'à ce que leur ami se soit complètement rétabli. Les autres elfes, cependant, sont complètement conquis, l'entourant d'adoration et l'appelant leur seigneur. Coupant court aux éloges, l'Intian en vient aux faits, les interrogeant sur l'occupation de leur terre par les gobelins. Un elfe explique que les gobelins ont envahi il y a des années, mais un pacte conclu par leur princesse leur a offert une protection. L'Intian note intérieurement la faiblesse des elfes, réalisant que toute leur race est conçue pour le soutien, pas pour le combat. Il se rappelle que la véritable cible de sa mission est la princesse de cette même famille royale qui possède la lignée la plus pure. Il s'assoit avec les elfes, les interrogeant directement sur la prophétie du sauveur à laquelle il croit. Les elfes sont déconcertés par sa question, insistant sur le fait qu'il est le sauveur même dont il parle. Il rationalise rapidement son amnésie, concluant qu'il doit être une réincarnation qui n'a pas encore retrouvé ses souvenirs. L'Intian est secrètement amusé par leur foi simpliste, réalisant qu'il peut facilement l'utiliser à son avantage. Il joue le jeu avec un sourire confiant, confirmant qu'il a été convoqué mais ne se souvient que de son devoir de les protéger. Les elfes commencent à raconter l'ancienne légende de leur sauveur, le grand bienfaiteur du clan d'il y a longtemps. La scène passe à un flashback, se préparant à révéler les origines de leurs croyances profondément ancrées. Les elfes décrivent leur propre race comme physiquement faible et impuissante, mais aussi au cœur bon et douce. Ils commencent l'histoire de leur peuple,
expliquant qu'un grand prophète les a sauvés de l'oppression il y a longtemps. Ce sauveur a utilisé un immense pouvoir pour créer le royaume secret, promettant de revenir en cas de besoin. L'Intien se moque intérieurement de la légende centenaire, trouvant la crédulité des elfes presque incroyable. Il remet en question leur taille. Une barrière magique à l'entrée du royaume rétrécit tous ceux qui y pénètrent. Changeant de sujet, il aborde la vraie menace et demande des détails sur les envahisseurs gobelins. Son expression se durcit alors qu'il insiste pour obtenir des informations sur le nombre et les niveaux de puissance de l'ennemi. Les elfes confirment ses craintes, expliquant que les gobelins ont envahi le royaume et qu'ils sont très nombreux. Il révèle que les forces gobelines sont dirigées par des généraux de niveau 15 et un roi gobelin terrifiant de niveau 20. La situation semble désespérée car même leur guerrier le plus fort, le seigneur Ouai de niveau 25, a été vaincu par le roi gobelin. L'Intien sourit, peu impressionné par la force globale des gobelins malgré leur puissant roi. Les elfes révèlent que leur reine a autrefois menacé de sceller le royaume, piégeant les deux races pour qu'elles meurent ensemble. Ce pari désespéré a conduit à une trêve fragile avec la princesse, mais les gobelins continuent d'empiéter sur leur territoire. L'Intien déduit correctement que le véritable objectif du roi gobelin est de forcer la princesse à lui faire subir un baptême. Il comprend que ce baptême est un rituel rare qui permet aux monstres de dépasser leurs limites de niveau et d'évoluer. Les elfes papillons et laines sont l'une des rares races capables de ce rituel, le gain de puissance dépendant de la pureté de leur lignée. La reine ayant déjà utilisé sa capacité unique, le roi gobelin vise maintenant la princesse, exceptionnellement talentueuse. Les elfes pleurent, sachant que si la princesse est forcée de participer au rituel, cela la liera au roi gobelin pour toujours. Rempli de détermination, l'Intien jure de protéger la princesse, solidifiant son rôle de sauveur aux yeux des elfes. Mais son véritable motif est révélé. La princesse est sa cible de mission, et il refuse de laisser le roi gobelin interférer. Il grimace intérieurement devant l'intrigue cliché, trouvant leur récit de sauveur presque risible. Il en vient au fait, demandant son chemin vers la princesse, et apprend qu'un réseau de téléportation est le chemin le plus rapide. Les elfes révèlent un obstacle majeur. Le réseau de téléportation est contrôlé par le chef de village sceptique. Il élabore un plan en réalisant que gagner la confiance du chef est sa première priorité. Soudain, une alerte système clignote, l'avertissant qu'un ennemi a détecté sa présence et approche. L'avertissement plonge les elfes dans la panique tandis que l'Intien se prépare à la menace imminente. Par la fenêtre, ils aperçoivent un général gobelin et les volant directement vers leur position. Les elfes prennent son alerte système pour une prophétie, suggérant que ce combat pourrait convaincre le chef sceptique. Voyant une opportunité, l'Intien conduit avec confiance les elfes à la rencontre de l'ennemi qui approche. La scène se déplace vers le magnifique village lié aux arbres, préparant le terrain pour la confrontation à venir. Les elfes affrontent les envahisseurs gobelins, leur rappelant la trêve qu'ils ont avec la princesse. Le général gobelin rejette leur requête, affirmant qu'il est ici pour éliminer un intrus qu'il soupçonne de se cacher parmi eux. Les elfes défendent farouchement l'Intien, insistant sur le fait qu'il est leur sauveur et non un intrus quelconque. Mais le chef de village sceptique apparaît, rejetant la légende et qualifiant l'Intien de simple étranger. Elle s'avance, avertissant avec autorité le général gobelin de rester en arrière et de les laisser tranquilles. Le général se moque de son autorité, menaçant de prendre l'Intien par la force s'il ne le livre pas. Avant que le gobelin ne puisse agir, l'Intien se déplace dans un flou, interceptant le général avec un coup de pied puissant. Le coup envoie le chef gobelin voler, s'écrasant lourdement contre le sol avec un impact massif. L'Intien se révèle, déclarant froidement qu'il n'était pas nécessaire que les gobelins le cherchent. Il regarde le général vaincu avec un sourire narquois, se moquant de son incapacité à résister à une seule attaque. Le général gobelin enragé se lève, ses yeux brillant de fureur alors qu'il identifie son agresseur. L'Intien esquive sans effort le coup de poing maladroit du gobelin, démontrant son agilité supérieure. Une notification système révèle une récompense de 1000 pour cette mission, lui donnant une nouvelle raison de se battre. Le gobelin rugit de frustration, se lançant en avant pour un autre assaut furieux. L'Intien détourne facilement les attaques frénétiques du général, restant complètement intact face à l'attaque. Il compare intérieurement la force du gobelin à celle de Liu Feng, la trouvant ridiculement inférieure. Frustré par la défense de son adversaire, le général gobelin libère une vague d'énergie rouge dans une amélioration désespérée. L'un bloque calmement la frappe améliorée, l'immense fossé de puissance entre eux étant désormais indéniable. Il sourit narquoisement en raillant le gobelin pour avoir perdu son sang-froid si facilement. Décidant qu'il s'est assez amusé, l'Intien se prépare à mettre fin une fois pour toutes à la confrontation unilatérale. La lame de l'Intien arrête sans effort le gourdin en os du gobelin, l'impact choquant le général. Le visage du gobelin se tord de terreur alors qu'il réalise l'énorme différence de puissance entre eux. Avec un sourire confiant, l'Intien se vante que ce combat sera terminé en seulement 3 mouvements. Mais sa confiance vacille lorsqu'une vague soudaine de douleur signale le retour de son instabilité monstrueuse. La peur du général gobelin se transforme en ruse alors qu'il sent la faiblesse soudaine de son adversaire. Saisissant l'opportunité, le gobelin se lance en avant, croyant que c'est sa chance de riposter. L'Intien grimace, réalisant que les effets secondaires de sa transformation se manifestent en pleine bataille. Il se souvient que la potion n'était qu'une solution temporaire,
se contentant de supprimer le monstre à l'intérieur, et non de le guérir. Il serre sa tête dans la douleur alors que le pouvoir instable menace de le submerger une fois de plus. Le général Gobelin insiste sur son avantage, se moquant de la lutte de Lintien dans son rôle supposé de sauveur. Il serre les dents en réalisant qu'il a besoin de la purification des elfes pour supprimer le monstre et gagner la confiance du chef. Le général Gobelin insiste sur son attaque, mais Lintien continue d'esquiver avec une vitesse surprenante. Mais les poussées de puissance instable font crier Lintien alors qu'il commence à perdre le contrôle. Le chef Gobelin arrête son attaque, sentant un changement dangereux dans l'énergie de son adversaire. Lintien est maintenant sur la défensive, luttant pour parer les coups incessants du Gobelin. Il panique intérieurement, se demandant pourquoi les elfes n'interviennent pas pour le purifier alors que sa volonté commence à s'estomper. Le chef de village interprète mal l'aura sombre comme un manque de compétences tandis que les autres elfes encouragent leur sauveur. Sa frustration grandit alors que son plan visant à amener les elfes à l'aider a clairement échoué. Il est trop tard. Le monstre à l'intérieur éclate, son corps se tordant alors que l'énergie sombre le consume complètement. Le général Gobelin autrefois confiant fixe maintenant avec une pure terreur, complètement déconcerté par cette transformation horrible. Le monstre à l'intérieur s'éveille complètement, son esprit étant consumé par une seule pensée destructrice. Le propre système du général Gobelin affiche un avertissement désastreux alors qu'une pure terreur le saisit. Un flot d'énergie rouge claque contre le sol alors que Lintien enragé lance son attaque. Le Gobelin est instantanément submergé, pris dans un tourbillon d'entailles furieuses imparables. Dans un geste lâche, le général du coin attrape une elfe sans défense, menaçant de mettre fin à sa vie. Les yeux cramoisis du monstre se rétrécissent de rage, son attention étant maintenant fixée sur le Gobelin désespéré. Le chef de village regarde avec horreur, réalisant enfin le véritable danger dans lequel ils se trouvent tous. Mais une lueur du vrai moi de Lintien se défend, refusant de mettre en danger l'elfe innocente. Le général saisit ce moment d'hésitation, déclenchant une puissante contre-attaque. Les elfes crient de désespoir, leur foi en leur sauveur ne tenant plus qu'à un fil. Le général Gobelin déclenche une attaque de glace massive, mais les elfes continuent d'encourager leur seigneur. Lintien bouillonne intérieurement de leur inutilité, réalisant pourquoi leur race est si facilement opprimée. Le Gobelin le nargue, l'exhortant à continuer le combat, profitant clairement de la lutte de son adversaire. Il abaisse son gourdin pour un dernier coup dévastateur alors que les elfes réclament leur sauveur. Mais l'attaque est arrêtée à quelques centimètres de sa cible par une intervention inattendue. L'otage elfe s'avance courageusement, conjurant un bouclier protecteur pour défendre son seigneur en difficulté. Enragé par ce défi, le général Gobelin ordonne à ses serviteurs d'envahir les autres elfes. Une horde de petits gobelins se précipite en avant, désireux d'exécuter l'ordre de leur chef. Passant enfin à l'action, les elfes commencent une danse de purification sacrée, remplissant l'air de lumière dorée. L'énergie purificatrice submerge Lintien, stabilisant sa forme et restaurant son contrôle. Sa puissance étant stabilisée, Lintien déclenche une rafale d'attaque, neutralisant instantanément les serviteurs gobelins. Le général Gobelin rugit de fureur alors que toute son équipe est anéantie sans effort sous ses yeux. Il sourit narquoisement, croyant que cette démonstration de puissance lui a finalement valu la confiance du chef, mettant fin au jeu. Maintenant soutenu par les elfes renforcés, il nargue le Gobelin, prêt à déchaîner leur colère collective. La bravade du général Gobelin vole en éclats, remplacée par une pure terreur alors qu'il affronte leur puissance combinée. Dans un éclair de lumière, Lintien abat le général terrifié, mettant fin au combat en une seule frappe décisive. Les elfes éclatent de joie, leur foi en leur seigneur sauveur étant complètement solidifiée par la victoire. Une notification système confirme son succès, lui attribuant 1000 points pour avoir vaincu le général. Il sent les compétences d'amplification des elfes le traverser, réalisant que le buff a presque doublé sa puissance d'attaque. Ses yeux brillent d'une énergie nouvelle alors qu'il absorbe pleinement la puissante amélioration de ses nouveaux alliés. L'immense pouvoir s'estompe et Lintien s'effondre, épuisé par la bataille, tandis que les elfes acclament leur sauveur. Il se réveille face aux visages inquiets des elfes qui tentent désespérément de ranimer leur seigneur. La chef du village renvoie les elfes obséquieux, leur ordonnant de laisser de l'espace à leur sauveur qui se repose. Maintenant seul, la chef lui conseille de se reposer, son ton s'adoucissant légèrement malgré son scepticisme persistant. Son expression devient grave lorsqu'elle révèle une découverte terrifiante. Une puissance étrangère en lui consume lentement sa force vitale. Les yeux de Lintien se rétrécissent alors qu'il assimile son sombre avertissement, réalisant la vraie nature de son pouvoir instable. Elle explique que même s'il maîtrise ce pouvoir, il raccourcira inévitablement sa vie, un prix à payer pour son immense force. Il se souvient de l'origine de son pouvoir, la légendaire dalle de pierre, une mesure désespérée qu'il a prise avec des conséquences imprévisibles. Il comprend maintenant que la volonté monstrueuse n'était qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus profond et mortel. Avec une nouvelle détermination, il réalise que son seul espoir de guérison réside dans la recherche des 4 dalles de pierre manquantes et dans leur récupération auprès de son ancienne entreprise. La chef dit carrément à Lin qu'elle sait qu'il n'est pas le sauveur car elle n'a jamais cru à la légende. Cependant, elle a vu son bon caractère au combat et lui offre un moyen de devenir leur vrai sauveur en vainquant le roi Gobelin. Lintien sourit intérieurement de sa naïveté envers la ruse humaine,
acceptant ces conditions pour obtenir l'aide de la famille royale. La chef conclut un accord, proposant de l'emmener à la reine s'il jure de protéger leur clan. Il accepte avec assurance, calculant déjà comment son intelligence et leur pouvoir vaincront facilement le roi gobelin. Leur accord étant scellé, la chef du village le conduit vers la prochaine étape de son plan. Ils arrivent à un réseau de téléportation, la porte d'entrée du palais et du cœur du royaume elfique. Un elfe amical explique le statut élevé de la chef en tant que professeur de la princesse, garantissant une audience à l'un. L'Intian archive ces informations, comprenant enfin la source de la vive intelligence de la chef. La chef active le réseau, baignant la plateforme d'une lumière violette alors qu'il se prépare à se téléporter au palais de l'arbre Eucalyptus. Le réseau de téléportation les emmène en un éclair de lumière à travers le royaume. En un instant, ils disparaissent du village, ne laissant que l'énergie qui s'estompe dans leur sillage. Ils arrivent à destination, le magnifique palais papillon Hélène niché en haut des arbres. L'Intian, la chef et leurs compagnons se matérialisent sur la grande plateforme de téléportation du palais. 2 gardes royaux réagissent avec alarme, surpris par l'arrivée soudaine de la chef et craignant une invasion de gobelins. La chef annonce calmement qu'elle a amené quelqu'un pour voir la princesse tandis que sa compagne présente fièrement leur sauveur. Les gardes sont stupéfaits, leur choc cédant la place à l'admiration à la mention de la figure légendaire. Une figure royale s'avance, sa voix calme reconnaissant le titre qu'il porte maintenant. La chef confirme la légende, expliquant comment l'Intian est apparu à l'hôtel pour repousser l'attaque des gobelins. Les yeux de l'Intian se rétrécissent, reconnaissant la femme devant lui comme sa véritable cible, la princesse Hélène Papillon. La princesse l'accueille alors que son système se met à jour avec une nouvelle mission, gagner son cœur pour 3000 points. Il est intérieurement déconcerté par l'objectif romantique, mais ne peut nier la généreuse récompense. Jouant son rôle, l'Intian s'incline respectueusement, jurant de défendre son clan et de chasser leurs ennemis. Il sourit en lui-même, pensant que la princesse apparemment innocente sera une cible facile pour 3000 points. La princesse renvoie la chef pour qu'elle aille chercher une récompense, mais l'aîné hésite en essayant de l'avertir. Ignorant l'inquiétude, la princesse promet joyeusement de prendre grand soin de leur sauveur. Elle tourne toute son attention vers l'Intian, lui demandant comment elle pourrait le remercier pour ses actes. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'approche, ses intentions devenant étonnamment directes. Il est complètement pris au dépourvu lorsqu'elle l'embrasse, réalisant que la situation s'aggrave beaucoup trop rapidement. Son expression change, révélant son plan d'utiliser ses charmes pour s'assurer de sa loyauté par la séduction. Il est instantanément dépassé et s'effondre, réalisant que son doux comportement n'était qu'un acte intelligent. La princesse confirme intérieurement ses soupçons, ayant percé à jour son déguisement de sauveur dès le début. Elle se tient au-dessus de lui alors qu'il revient à lui, sa façade amicale ayant complètement disparu. L'Intian se réveille face à une nouvelle réalité choquante, son plan ayant terriblement mal tourné. Maintenant ligoté et impuissant, il fait face à une princesse enragée qui exige de connaître sa véritable identité. Elle se moque de son histoire de sauveur, révélant qu'elle n'a jamais cru à la légende et le considère comme un menteur. Sa patience s'amenuisant, la princesse menace de le tuer alors qu'il essaie désespérément d'utiliser la chef comme alibi. La princesse reste incrédule, croyant que sa professeure de confiance a simplement été dupée par son acte. Réalisant que les mots ne fonctionneront pas, l'Intian décide qu'une approche plus directe est nécessaire pour désamorcer la situation. Avec une explosion de vitesse, il brise ses liens et inverse la situation, maîtrisant facilement la princesse stupéfaite. Sa main se transforme, des griffes acérées s'enfonçant dans le lit alors qu'il la maintient au sol. La princesse crie de choc, complètement dépassée par son mouvement soudain. Il sourit, confirmant son soupçon que tout son clan est totalement sans défense dans un combat. Prise de panique, elle appelle désespérément son père à l'aide. Son cri le déconcerte complètement, le laissant troublé et embarrassé par le malentendu. Soudain, ses instincts de la jungle hurlent au danger alors qu'une présence puissante entre dans la pièce. Un brillant rayon d'énergie tranche l'air, le forçant à s'écarter d'un bond. Atterrissant avec grâce, il se demande si un autre puissant guerrier de son clan est arrivé. La princesse regarde au-delà de lui avec soulagement alors qu'une silhouette se matérialise pour la protéger. L'Intian est pris d'une sueur nerveuse réalisant qu'il vient d'agresser la fille du roi du clan. L'Intian esquive l'attaque, reconnaissant le style de combat comme appartenant à l'époux de la reine, ouais. Il note que son système n'a pas enregistré l'attaquant comme un ennemi, confirmant qu'il n'est pas une cible hostile. Incapable de blesser le roi, l'Intian décide qu'il doit utiliser l'appât de la princesse pour forcer une confrontation. Avec un nouveau plan en tête, il se retourne vers la princesse, prêt à mettre son pari risqué en mouvement. Mais son chemin est bloqué par l'arrivée rapide d'un puissant elfe mâle qui se tient en garde devant la princesse. L'expression du guerrier se transforme en choc, déconcerté par l'audace de l'Intian. La famille royale est unie alors que le prince Wei de niveau 25 affronte l'Intian, l'accusant d'être un sauveur frauduleux. L'Intian grince des dents, réalisant que cette mission est beaucoup plus compliquée qu'il ne l'avait prévu. Il maudit intérieurement sa chance, admettant qu'il a été complètement surpassé par la ruse intelligente de la princesse. Maintenant, il se retrouve en fuite, poursuivi à travers le palais par l'incroyablement puissant prince elfique. L'Intian tente une évasion furtive,
déconcerté par la façon dont un guerrier papillon Hélène soi-disant faible peut être si doué. Le prince furieux déclare que la furtivité est inutile, se moquant de l'un pour avoir sous-estimé leur guerrier. Il se rend compte que sa furtivité est inefficace contre les créatures magiques et que le pouvoir du prince est anormalement élevé pour sa race. Les deux guerriers s'affrontent alors que le prince bloque sans effort la lame de l'Intien avec sa propre épée puissante. La princesse révèle que son père manie une bénédiction de la reine, combinant le pouvoir de deux elfes de niveau 20. Plus de gardes royaux apparaissent en un éclair, se déplaçant rapidement pour couper toutes les voies d'évacuation potentielles. Maintenant encerclé, l'Intien se demande intérieurement pourquoi la chef du village n'a pas mentionné ce niveau de sécurité. Le prince elfique plane au-dessus, ordonnant à ses gardes de capturer immédiatement l'intrus acculé. Un sourire confiant traverse son visage alors qu'il accepte qu'une simple évasion n'est plus une option. Avec une nouvelle résolution, il décide qu'il devra utiliser la force pour se frayer un chemin hors du palais. L'Intien se prépare au sol, défiant le prince elfique d'attaquer. Les deux guerriers s'affrontent dans un flou de mouvements, leurs lames créant un brillant éclair de lumière. Le prince Wen intensifie son assaut, ses ailes puissantes lui donnant une vitesse et une agilité incroyables. La force de leur choc envoie l'Intien voler en arrière, fracassant une porte du palais. Reprenant son souffle, l'Intien réalise qu'il a gravement sous-estimé le pouvoir du prince. Il remarque que la princesse fournit un soutien depuis les coulisses, lançant un buff bleu brillant. Le pouvoir du prince augmente sous l'amélioration, bien qu'il admette que ce n'est pas suffisant pour égaler le roi gobelin. L'Intien est totalement abasourdi, réalisant que le prince est constamment buffé par la princesse. Soudain, une nouvelle notification système apparaît, l'alertant de la découverte d'un fragment de système. Il relie les points, réalisant que ce fragment est l'une des légendaires dalles de pierre qu'il doit trouver. L'Intien prend la fuite, entraînant le prince furieux dans une course-poursuite à grande vitesse à travers le royaume elfique. Le prince refuse de le laisser s'échapper, son expression se durcissant avec détermination alors qu'il réduit la distance. Il se rend compte que l'Intien ne s'échappe pas, mais se dirige vers une zone interdite, un lieu réservé à la famille royale. Le pari de l'Intien porte ses fruits car il trouve exactement ce qu'il cherchait, l'une des légendaires dalles de pierre. Le prince déduit que l'Intien partage le même objectif que le roi gobelin, celui de réclamer la relique sacrée. Sans se laisser décourager par l'avertissement du prince, l'Intien traverse calmement une puissante barrière magique. Le prince regarde avec incrédulité alors que l'intrus traverse les anciennes défenses sans aucune résistance. Il tend la main, sa main entrant en contact avec la surface brillante du mystérieux fragment de système. Une alerte système confirme son succès, déverrouillant un nouveau panneau de compétences et le transportant vers un lieu appelé la salle de la jungle. Il se matérialise dans une vaste chambre vide, la reconnaissant comme un domaine, mais s'interrogeant sur son étrange état désolé. Une notification système détaille le but du hall de la jungle, un sanctuaire spirituel pour une récupération rapide hors combat. Il réalise que ce domaine est une station de restauration personnelle, puis se tourne avec empressement vers ses nouvelles compétences débloquées. Le système révèle une foule de nouvelles capacités, y compris une compétence avancée pour transformer les ennemis vaincus en serviteurs loyaux. Un sourire rusé se répand sur son visage alors qu'il imagine construire une armée à partir des âmes de ses adversaires tombés. Sans hésitation, il active la puissante compétence de Nidœuf pour tester ses capacités. La salle désolée répond à son ordre, l'air même crépitant d'énergie nouvellement invoquée. Des capsules brillantes émergent du sol, révélant les formes conservées des ennemis d'élite qu'il a précédemment vaincus. Le système lui présente un choix, offrant les âmes de ses anciens ennemis comme serviteurs potentiels. Il raille la limitation, voulant tous les réclamer, pour se faire dire qu'il manque les points requis. Réalisant qu'il n'y a pas de repas gratuit, il décide de commencer par ressusciter l'âme la plus forte disponible. Il sélectionne son ancien rival Luo Feng, dépensant 1200 points pour le ressusciter en tant que serviteur loyal. Le système confirme l'achat, drainant ses points, mais assurant son premier subordonné puissant. Il considère le prix élevé comme un investissement valable pour la puissance de combat à long terme qu'il vient de gagner. Avec un geste impérieux, il invoque son serviteur nouvellement acquis de sa capsule de stase. Il initie la séquence d'éclosion, versant de l'énergie dans la capsule pour ramener son nouveau guerrier à la vie. L'énergie bleue crépite et se solidifie, reformant le physique puissant de son ancien adversaire, Luo Feng. Il sourit, sentant son contrôle total sur le guerrier ressuscité, qui conserve toute son ancienne force moins son équipement. Le serviteur nouvellement formé s'agenouille en signe de soumission, jurant une loyauté éternelle à son nouveau maître. Se sentant extrêmement confiant, il croit qu'il n'a plus à s'inquiéter du prince elfe qui l'attend à l'extérieur. Il s'inquiète brièvement de devenir un monstre, mais rejette cette pensée, désireux de tester la puissance de son nouveau serviteur dans le monde réel. Il retourne dans le monde réel, émergeant du domaine avec son nouveau serviteur prêt. Le prince Wei attend, surpris par son retour soudain et notant que les elfes ne l'ont pas attaqué. Tout le clan elfe s'agenouille maintenant devant lui, le saluant comme leur prophète tant attendu. L'Intien est déconcerté par le changement soudain, acceptant maladroitement son nouveau titre de sauveur. La scène passe à un grand festin à l'intérieur du palais, l'hostilité précédente maintenant oubliée. Les elfes le mettent au défi dans un concours de boissons, désireux de célébrer avec leur nouveau héros.
Il boit aux côtés du prince Wei, soupçonnant intérieurement qu'ils essaient de tester sa tolérance avec leur vin fort. Le prince s'excuse pour le malentendu précédent tandis que l'Intian abandonne le rôle de sauveur, admettant la vérité. Le prince révèle que le chef du village leur avait déjà tout dit, confirmant que le combat précédent n'était qu'un test. Il explique que son véritable motif était un désir de s'entraîner en tant que passionné d'arts martiaux désireux d'affronter un adversaire digne. Le prince claque sa chope, admettant que sa véritable intention était de tester la force de l'Intian depuis le début. La reine précise qu'ils avaient besoin de confirmer qu'ils possédaient le pouvoir d'aider véritablement leur peuple. Elle explique que sa reconnaissance par la relique du prophète était la preuve ultime, solidifiant son statut à leurs yeux. Maintenant que l'air est éclairci, l'Intian insiste pour obtenir plus de détails sur ce mystérieux prophète et les tablettes sacrées. Il raconte la légende du prophète qui a créé leur royaume et a laissé une prophétie de son retour en cas de besoin. Il relie les points, réalisant que la légende du prophète est liée aux dalles de pierre même que son ancienne entreprise recherchait. Il demande pourquoi les elfes ne peuvent pas accéder à la tablette, apprenant que d'anciennes restrictions les empêchent même de s'en approcher. La révélation qu'un autre étranger a cherché la tablette le stupéfie, soulevant des craintes de factions rivales. L'expression grave de la reine révèle l'identité de l'autre chercheur, le terrifiant roi gobelin. L'Intian est stupéfait, comprenant enfin que le véritable objectif du roi gobelin était de s'emparer de la relique sacrée. La reine explique que son clan a scellé les 7 passages vers leur royaume il y a un siècle, s'isolant ainsi. Elle révèle qu'une exception a été faite pour son mari, un fanatique d'arts martiaux, faisant de la famille royale les seuls gardiens du monde extérieur. Il y a des années, ils ont accueilli par erreur le roi gobelin, le croyant être le prophète légendaire. Mais la tablette de pierre sacrée a violemment rejeté le gobelin, le frappant avec une immense puissance. Au bord de la mort, le roi gobelin a révélé sa magie noire, drainant la vie des femmes de chambre du palais pour se soigner. L'Intian est choqué, réalisant que ce roi gobelin possède une sinistre capacité de vol de vie inconnue pour son espèce. La reine admet que même avec leurs forces combinées, elle et le prince ont été incapables de vaincre le roi malveillant. L'expression de l'Intian se durcit, déduisant que le pouvoir du roi gobelin est lié à la dalle et jurant de le capturer pour obtenir des réponses. Elle explique que le roi gobelin a ensuite pris le contrôle, les forçant à ouvrir les hôtels et à laisser son clan envahir leur maison. L'Intian déclare avec audace son intention de s'allier avec le prince, confiant que leur puissance combinée peut vaincre le roi gobelin. Il élabore un nouveau plan, recevoir le baptême royal pour combiner son pouvoir avec sa volonté de monstre et vaincre le roi gobelin. Mais le prince Wei rejette avec véhémence la proposition, frappant du poing sur la table en signe de défi. La princesse refuse obstinément également, croisant les bras alors que l'Intian remet en question sa confiance en lui. Elle insiste avec colère qu'il n'y a aucune raison à son refus, sa frustration bouillonnant. 2 autres elfes interviennent, expliquant que le baptême est un rituel unique réservé à un partenaire de vie. Le prince sourit, appréciant la révélation que le puissant rituel est lié au mariage. La princesse confirme que le baptême est un vœu à vie, déclarant qu'elle ne le fera jamais pour un étranger en qui elle n'a pas confiance. L'Intian réalise qu'il doit devenir le gendre du clan, un chemin que la princesse a fermement bloqué. Soudain, un garde royal fait irruption dans la salle avec un message urgent pour la reine. Le garde annonce que le roi gobelin a percé leur défense et avance maintenant sur le palais. Le prince est stupéfait alors que la reine révèle que le roi gobelin rompt leur trêve, soupçonnant qu'il sait que la princesse peut maintenant effectuer le baptême. La famille royale spécule que l'agression soudaine du roi gobelin est due au fait qu'il a appris l'arrivée du prophète. Le prince explique que leur formation magique devrait retenir l'ennemi à distance pendant encore quelques jours, mais la nouvelle est toujours désastreuse. L'Intian intervient, les exhortant à mettre de côté leur noble tradition face à cette menace imminente. La princesse s'adoucit, invitant le seigneur prophète à exposer son plan. Il propose un baptême temporaire, un partenariat qui se dissoudra après avoir vaincu le roi gobelin ensemble. La reine accepte la mesure d'urgence, bien qu'elle avertisse que la connexion spirituelle requise pourrait échouer. Après quelques hésitations, la princesse accepte à contre-cœur le plan, le considérant comme un moyen de réparer ses erreurs antérieures. L'Intian sourit, confiant que leur puissance combinée, ainsi que son serviteur ressuscité, rendent la victoire inévitable. Ailleurs, une mystérieuse silhouette encapuchonnée se demande si ce nouveau venu est vraiment la réincarnation du prophète légendaire. La nouvelle d'une cérémonie de liaison se répand, aux grandes dames de la princesse et au grand plaisir des autres elfes. L'Intian, vêtu pour l'occasion, note l'atmosphère étrangement festive de ce prétendu baptême. La princesse est horrifiée de se retrouver dans une robe de mariée, réalisant que cette formalité est bien plus sérieuse. Pendant ce temps, les spectateurs elfes sont ravis, enthousiasmés par la perspective d'un mariage royal. La reine commence la cérémonie, accueillant officiellement l'Intian comme le gendre du clan devant la statue du prophète. Impatiente face à la longueur de la procédure, la princesse les exhorte à sauter les politesses et à passer au baptême. Les prêtresses elfes ferment les yeux et commencent le chant sacré, initiant l'ancien rituel. L'Intian prend sa place au centre d'un réseau magique brillant alors que la cérémonie commence officiellement. La princesse lévite, baignée d'une brillante aura dorée alors qu'elle canalise le pouvoir du baptême. Il sent un courant chaud et puissant le parcourir, absorbant l'immense énergie du rituel sacré.
Le baptême force leurs esprits à se connecter, révélant les prières désespérées de la princesse pour un sauveur. En retour, elle est témoin de ses souvenirs de combats brutaux, voyant le guerrier endurci qu'il est vraiment. La reine et le chef regardent avec horreur, réalisant que le rituel ne se déroule pas comme prévu. D'en haut, il est clair que leurs énergies spirituelles ne fusionnent pas, vouant le baptême à l'échec. Les deux participants crient d'agonie alors que la connexion forcée provoque un douloureux contre-coup psychique. Le pouvoir monstrueux de l'Intian éclate, submergeant l'énergie sacrée et rompant violemment leurs liens. La princesse est rejetée par la force, rattrapée par son père alors que la cérémonie s'effondre dans le chaos. Alors qu'ils se remettent, la princesse confirme leurs craintes. Le rituel a échoué, comme elle le soupçonnait. La reine se résigne à un destin sombre, croyant que leur clan est maintenant voué à périr. L'Intian regarde sa main avec incrédulité tandis que la reine lui dit de ne pas se blâmer pour l'échec attendu. Le prince explique que le rituel exige un lien véritable, mais l'Intian en conclut que si c'est impossible, alors il n'est pas leur sauveur destiné. La reine révèle le cadeau à double tranchant du prophète, la sécurité dans le royaume de l'arbre, mais au prix de la force du clan. L'Intian semble perplexe, soupçonnant que leur interprétation du salut pourrait être totalement erronée. Dans un plaidoyer désespéré, le couple royal s'agenouille, le suppliant de ramener son peuple dans la jungle pour assurer sa survie. Il remet en question leur stratégie sacrificielle, exigeant de savoir quel sort ils ont choisi pour eux-mêmes. La reine déclare avec une sombre résolution qu'elle et le prince resteront en arrière pour affronter le roi gobelin lors d'une dernière bataille. L'Intian interrompt immédiatement leur plan, refusant d'accepter leur sacrifice de soi comme une option viable. La reine soutient que sa puissance actuelle n'est pas de taille face au roi gobelin, estimant que leur seul espoir est qu'il dirige une évacuation. Il suggère calmement une autre voie, réalisant intérieurement que vaincre le roi gobelin est la seule option qui profite aux deux. Les membres de la famille royale elfe écoutent avec un espoir prudent, attendant d'entendre l'alternative qu'il a en tête. Il sourit, réalisant qu'obtenir l'approbation de la princesse est la clé, lançant officiellement son plan pour la conquérir. La scène se déplace vers le jardin forestier paisible, où la princesse est assise seule sur une balançoire, contemplant son destin. Elle ricane d'agacement, visiblement mécontente de la tournure des événements. Sa contemplation est interrompue par une soudaine pluie de pétales, la forçant à lever les yeux, surprise. Il fait une entrée remarquée en lui présentant une rose et un sourire charmant. Il prend une pause suave, demandant s'il y a quelque chose qui la tracasse, mais sa tentative de romance tombe à plat. Son geste romantique se retourne complètement contre lui, faisant chuter sa popularité avec une irritation visible. Il panique intérieurement, réalisant que les clichés romantiques des émissions de télévision ne fonctionnent pas dans le monde réel. À leur insu, la reine et le prince observent de loin, la reine interprétant mal la scène comme romantique. Malgré le début difficile, ils se tiennent maintenant ensemble face au coucher de soleil, créant un tableau trompeusement romantique pour leur public. La princesse rejette ses paroles en déclarant qu'elle ne fera jamais confiance à un étranger tandis que l'Intian tente calmement de raisonner avec elle. Elle le congédie, soulignant que sans la puissance du baptême, il est inutile en tant que sauveur. Un sourire confiant traverse son visage alors qu'il laisse entendre une autre source de pouvoir non testée qu'il possède. La princesse est surprise par son changement soudain de comportement, interrogeant avec méfiance ses intentions. En un éclair, il attrape la princesse et quitte rapidement le jardin. De retour dans la salle du trône, la reine s'enquiert de l'état de leur plan d'évacuation. Le chef rapporte que le clan est prêt à fuir, mais garde toujours l'espoir que l'Intian et la princesse puissent achever le rituel. Un garde entre en trombe avec des nouvelles frénétiques, annonçant que le prophète a pris la princesse en otage et s'est téléporté en territoire ennemi. Le roi et la reine sont stupéfaits et horrifiés par cette tournure choquante des événements. La scène révèle la princesse allongée, incapable de bouger, confirmant que l'Intian a utilisé la force pour mettre en œuvre son plan désespéré. Il fait taire la princesse affolée, exigeant qu'elle baisse la voix alors qu'il révèle ses véritables intentions. Ils se sont téléportés directement dans un campement gobelin, une décision que l'Intian prétend être entièrement intentionnelle. La princesse est horrifiée par son plan imprudent, mais il lui rappelle simplement son défi précédent. Il sourit, réalisant qu'une démonstration de force contre les gobelins est le seul moyen de gagner sa confiance. Déclarant son intention de tester la force du roi gobelin, il passe à l'action, la laissant stupéfaite. Un général gobelin formidable apparaît, et son système marque immédiatement la créature comme une cible de grande valeur. L'Intian calcule la récompense de 1000, la considérant comme une occasion idéale d'élargir son arsenal. La princesse, lui faisant enfin confiance, le supplie de se retirer, mais il déclare calmement qu'il ne se battra pas seul. Avec un geste confiant, il annonce qu'il laissera son serviteur gérer l'assaut initial. Il invoque un œuf lumineux massif se préparant à déchaîner son guerrier nouvellement ressuscité sur les gobelins sans méfiance. Gobelin. La princesse remet en question ses capacités alors qu'il se demande intérieurement si son serviteur ressuscité a encore ce qu'il faut. Il ordonne avec confiance à son nouveau subordonné de prouver sa valeur en éliminant le général gobelin. Le Luo Feng ressuscité émerge, ses yeux rougeoyants alors qu'il accepte l'ordre de son maître. Pendant ce temps, le général gobelin sans méfiance bâille, complètement inconscient du danger qui approche. Luo Feng s'écrase dans le camp gobelin comme un tourbillon,
prenant l'ennemi complètement par surprise. Le serviteur affronte immédiatement le général Gobelin, qui prépare sa hache massive pour un combat. Observant de loin, l'Indien réalise avec un choc que les actions de son serviteur épuisent sa propre endurance. Il comprend que tout dommage que son serviteur subit, il le ressentira également, bien qu'il ait également un contrôle sensoriel total. Une observation cruciale lui apparaît. Son serviteur ressuscité n'est pas aussi fort qu'il l'était dans sa vie passée. La réalité de cette faiblesse devient claire alors que Luo Feng lutte pour tenir sa position contre le puissant gobelin. Il observe la bataille en cours, concluant que le tumulte actuel est insuffisant pour attirer le roi gobelin. Se tournant vers la princesse, il annonce qu'il se joindra personnellement au combat. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.